je veux d'abord que tu comprennes que si ta fille ne veut pas manger de légumes à la maison, c'est votre faute. Aujourd'hui, je trouve que beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes pour faire manger leur enfant parce qu'en fait, ils ne mangent plus à la maison. Les dents, de base, ça ne donne pas de fièvre. Des fois, je parle à quelqu'un et c'est tellement marrant comment je le dis que dès qu'elle sort, je dis à l'assistante, pause, je fais mes bêtises. Je me mets toujours à la place des enfants. Et dans notre société, on se dit l'enfant non khamoul. Et les gens maladroits qu'ils sont rentrés chez eux en disant le pédiatre a dit. Il dit ça, il ne faut pas le dire chez vous. Et ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps pour ne pas me mettre à juger qui que ce soit. Ouais. Tu ne cherches pas à juger. Tu te mets à la place de l'enfant. Mon premier mois de FFI, là, à Basno, que j'ai compris qu'en fait, c'est pas la gynéco que j'aimais. C'est les enfants que j'aimais. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Show. Hello les incroyables, la team incroyable. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Off Show. Que vous nous écoutiez sur les plateformes d'écoute ou que vous nous regardiez sur YouTube, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui va vous faire rigoler, mais qui est très sérieux. Vous allez voir, il est très très sérieux dans ce qu'il fait, mais en même temps, il a cette pointe d'humour que j'adore. Attendez, vous allez voir. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui s'occupe des enfants. Je reçois un professionnel de santé. Je reçois un médecin 2.0. Je reçois cher Ahmed Tidiane Diouf, aka le pédiatre 2.0 dans le Off Show. Cher, tu vas bien? Là, tu m'as distrait avec ton intro. Je t'avais prévenu que je te préparais une petite intro, tout, pour te mettre à l'aise, détendu. Là, je vais très bien. Tu m'as mis... Là, t'es bien, là. T'es prêt? Je suis prêt. En forme? En forme. Tu vas bien? Je vais très bien. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas. Parce que on a coordonné hier soir. Hier soir, j'ai dit, hey, cher, tu fais quoi demain? Il m'a dit rien. J'ai dit, vas-y, viens. Et puis, il m'a dit, vas-y, let's go, on est parti. Donc, discussion improvisée, mais discussion qui va être pleine... d'apprentissage. On va d'abord apprendre à découvrir qui tu es, ton parcours, savoir comment tu es arrivé à la pédiatrie. Et surtout, on va parler du travail que tu fais aujourd'hui sur les réseaux. Parce qu'il y a le côté pédiatre, ce que tu fais en cabinet tous les jours. Mais moi, comment je t'ai découvert, comment je t'ai connu, c'est que tu as une forte présence aussi sur les réseaux sociaux où tu essayes, de faire des conseils, mais surtout de déconstruire beaucoup de clichés de la société africaine et d'expliquer le côté médical ou les erreurs à ne pas commettre par rapport à ces clichés. Donc, on va rentrer dans tout ça. Mais la première question que je pose à tous mes invités chers quand ils arrivent, c'est la plus dure du podcast. Aujourd'hui, comment tu te présentes à quelqu'un qui ne te connaît pas? Ça, il fallait te donner ça hier que je prépare ça. Mais non, sinon ça ne serait pas spontané. Mais c'est ça la question la plus dure. Alors, quelqu'un qui ne me connaît pas... Quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu es dans un événement. On te présente, bonjour. Bonjour, je suis Olivier, vous êtes? Je dis, je suis cher Diouf. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Vous faites quoi? Je suis pédiatre. Ok, c'est ça la présentation officielle. Officielle. Ok, d'accord. Vous allez voir que c'est pas que ça, mais vous allez voir. Donc toi, cher, d'abord pour commencer, toi, tu es né ici, au Sénégal? Oui, je suis né ici. Ouais. De Dakar. Comment c'était... Tu es né où? Alors, c'est bizarre, je suis né à Dakar. Maintenant que tu le dis, j'habitais au Jeslem. Ouais. Je pense qu'on habitait là, à Sicap, Gédo. Ok. Ouais. Ok. Ouais, mais sinon, dans quel hôpital Non, t'inquiète, c'est pas grave. Et c'était comment l'enfance de Cher? C'était top. Comme tu as pu le voir dans mes réseaux quand je parle d'être un grand enfant et que je me souviens de à quel point j'étais juste heureux quand j'étais enfant. Ouais. J'ai eu une très belle enfance, vraiment. Beaux souvenirs. Ah oui, que de beaux souvenirs. Rigolade. J'ai éclaté du matin au soir. J'ai donné des cheveux blancs à tout le monde. Ah oui, enfant égoïste. Qui ne veut que s'amuser et qui s'est amusé. Toi, tu as beaucoup de frères et sœurs? Alors, moi, j'étais Benjamin pendant très longtemps. Donc, j'ai un grand frère, un petit frère, 3 ans d'écart. Papa était bien calé et j'étais au milieu. Ouais. Et donc, ma petite sœur est née 10 ans après le dernier. Donc, le grand écart. Elle me connaît plutôt comme un monsieur sérieux, respectable, pédiatre. C'est très marrant, la relation que j'ai avec elle. Alors que les autres, ils m'ont connu plutôt comme celui qui
fâche papa, quoi. Ok. Celui qui rend compliqué l'argent de poche à la fin du mois parce qu'il a fait trop de bêtises. Donc, mon père, c'est du genre, il arrive, il dit, bon, ce mois-ci, vous n'aurez pas d'argent de poche. Parce que Cher Cher a déjà pris pour tout. Il réglait un peu comme ça, il mettait un mal avec mes frères. Et il ne pouvait pas être un mal parce que je partage avec eux tout le butin. Donc, tout ce que je faisais, ils ne pouvaient pas dire qu'ils n'étaient pas vraiment au courant, ça les arrangeait. Et justement, mon père a vite fait comprendre à tout le monde que c'est une équipe. Il ne fait pas agir c'est pas en que il n'y a solo. pas que Cher qui. Vous pensez pas que vous êtes plus malin Voilà, que moi. mais après, eux, comme c'était c'est des bons élèves, quoi. Ils allaient en classe chez moi. Le grand et le petit, c'était ça, quoi. C'est 18 de moyenne. Voilà, c'est des bons enfants. Ah, donc voilà, moi, je n'étais pas du tout dans ce même canevas. C'est marrant, je me souviens, en première, en seconde, je pense que mon père, il me déposait à l'école et il venait me prendre. Là, maintenant, quand j'y pense, je me rends compte que ça devait être dur pour lui. Il te déposait à l'école et venait te prendre. Comment ça? Bah, il voulait s'assurer que je rentrais en classe. Ah, ok. Il voulait être sûr que quand il te dépose, J'allais qu'il à vient te l'école. récupérer à Et il vient l'école. me récupérer pour que j'arrive à la maison. J'ai dit, mince, maintenant que j'y pense, j'espère que mon fils, il fera pas pareil. Parce que si je dois faire ça jusqu'à cet âge, ça va être galère. Mais il a fallu ça quand même pour avoir un pédiatre quand même. Mais ouais, Aujourd'hui. tu vois, c'est bien que c'est bien que tu sois assez transparent et assez libre de parler de ça parce que tu sais, souvent quand on voit les métiers de la médecine et autres, on s'imagine toujours que les personnes qui sont derrière ont des parcours scolaires parfaits. Parce que tu sais, souvent on entend que les métiers de la médecine, c'est 7 ans, 8 ans, 11 ans d'études, c'est des études scientifiques, il faut avoir des bonnes notes et tout. Tu vois, c'est toujours perçu comme les élèves excellents qui font de la médecine. Et je trouve que c'est intéressant que tu partages le fait que, bon, au lycée, c'était pas ta tasse de thé, forcément l'école, on était obligé de te surveiller et de te recadrer pour être sûr que tu ailles bien à l'école. Mais malgré ça, aujourd'hui, tu es quand même pédiatre et tu as fait combien d'années d'études pour être pédiatre? 12 ans. Combien? 12. Astaghfirullah, wallah, j'aurais jamais vu. Même 13, parce que j'ai redoublé la 5e année. Donc. 13 ans. Ouais, 13. Tu vois? Et donc, je trouve que c'est bien que tu déconstruises ça. Donc, toi, le lycée, collège, lycée, c'était pas... Oui, c'était bon. cool pour les copains, mais c'était pas l'école qui te En stimulait. fait, j'ai toujours été la personne en classe où je comprends. Ouais. Je fais comprendre, j'ai participé aux cours, je suis très dynamique. Mhm. Bon, après, je passe à autre chose. Surtout à l'époque, je me souviens, vers 3e seconde, on a eu les premiers téléphones. Mhm. Tu pouvais taper avec les 9 touches sans regarder. Mhm. Donc, voilà, il y avait beaucoup de distractions de ce genre-là et ça allait très vite. Donc, arrivé en classe, tu comprends, OK, on passe à autre chose. Je suis très hyperactif. C'est pas ça me fait rire quand les parents viennent et me disent que leurs enfants ont du mal à se concentrer en classe. Des fois, je suis assis dans mon fauteuil, les parents viennent, ils l'expliquent. Bon, j'ose pas lui dire tout ce que moi je faisais à l'âge où son enfant. Là, il se plaint de choses. J'ai envie de le mettre devant mon père, en fait. Tellement ce dont il se plaint, c'est rien d'extraordinaire parce que j'ai fait peut-être 30 fois pire que ça aujourd'hui. J'ose même pas le dire là parce que je pourrais pas dire tout ce que j'ai eu à faire. Mais le truc, c'est que j'ai jamais eu de mauvaises notes. J'étais pas un mauvais élève. Donc, j'allais en classe, voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant quand tu veux faire la médecine. Ce sont les notes de terminale qui vont te faire entrer en médecine. C'est ça, qui sont déterminantes Voilà. pour pouvoir. C'est Ok. pour ça que je te disais tout à l'heure que j'ai jamais espéré faire d'études à l'extérieur parce qu'il fallait des préinscriptions. Oui. Et pour ça, il faut des notes de seconde première. Mhm. Et moi, toute cette phase de ma vie, j'avais juste 10, 10.2, 10 points. Je pense que mes 2 bulletins de notes de seconde, ça a toujours été 10. D'ailleurs, à la fac, j'ai jamais eu plus de 10 aussi. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est ça ma note. Je passe en classe supérieure et puis c'est tout. Et justement, je me souviens encore la fois où ma mère a trouvé une école pour mon petit frère. Parce que mon grand frère avait eu le bac IB. Et ils avaient galéré pour trouver, parce qu'il était né en France, donc ils voulaient qu'il aille en France. Mais ils se sont rendus compte qu'avec le bac IB, il fallait étudier aux États-Unis ou au Canada. Ils n'étaient pas prêts pour ça. Donc, comme le petit frère aussi était dans la même type d'école à Waka, West African College, et du coup, ils ne voulaient pas le garder là-bas parce qu'ils voulaient qu'il aille en France. D'accord. Et là, ils lui ont trouvé une école. Ils voulaient qu'il aille à Sacré-Cœur à l'époque. Ils ont trouvé une école, lycée d'excellence Birago Diop. Ma mère qui revient et me dit, écoute, fils, ton frère a trouvé une école. Comme je t'ai dit, c'est les cracks. Il me dit, t'as pas envie de changer d'école pour la terminale? J'ai dit, ah ouais, carrément, je veux avoir le bac. Parce qu'en fait, arrivé en terminale, le déclic d'avoir le bac, c'était plus pour ma liberté. Ok. Et je ne sais pas si tu as eu dans ces écoles-là. Moi, à l'école, voilà, j'étais juste à l'école. Et en 6e, 5e, tu as toujours ces élèves de terminale là, qui sont assez... tu es un peu fan
truc du foyer. Tout le monde court derrière eux. Il y en avait un à l'école, c'était... Voilà, quoi. Tout le monde voulait être à sa C'était la place. star. Et je pense qu'il n'a pas eu le bac les 2 premières fois. Et l'année où j'arrive en seconde, je rentre dans le bus. En première, je vois le gars. Il n'est plus du tout rayonnant, quoi. Il est terne, il est dans son coin. Tous ses potes sont partis. Personne ne lui parle. Et je vois le gars, j'ai dit, oh, le bac, ça fait ça. Dans le bac, il ne faut pas traîner. Hein. Et donc, moi, quand il me propose de changer d'école, parce que dans mon école, c'était no way, j'ai le bac. Je n'étais pas du tout dans les dispositions. J'avais trop de plans quand j'arrivais en classe. J'étais au CEMAD, il y avait la plage en bas, il y avait trop de choses à faire. Ouais, trop de distractions. Trop de distractions. Donc, j'ai dit, bon, écoute, le bac, on le fait. Parce que là, on est en terminale. On le fait, on passe à autre chose. Et donc, du coup, j'ai dit, hop, oui, mets-moi dans l'école de Maïssa. Que j'aille un peu changer de veste pour avoir le bac. Et d'ailleurs, c'est ça, en terminale, j'ai changé de veste. Je suis arrivé à l'école. Focus. Je suis là pour le bac, quoi. Mais Je c'est suis pas bien. là pour autre chose. Mais c'est bien parce que ça veut dire que tu as quand même cette conscience de sentir que tu es dans une position où si tu restes dans cette position, tu peux ne pas avoir le bac et tu as quand même la conscience de dire c'est mieux que je change parce que sinon je sais que je l'aurai pas. Quoi. Ouais, il faut le bac. J'ai eu mon grand frère échouer la première fois alors que c'est un excellent élève. Quoi. C'est du genre, il va se réveiller à 4h du mat. Il va d'abord jouer à 1 heure de PS parce que bon, c'est un bon élève dans tout. Donc il va parceriser les techniques de Tekken avant de passer à ses cours. Donc du coup, très, très bien rodé. Quoi, tu vois. C'est le genre, il avait une voiture en terminale. Ok. À ce point qu'il était un bon élève. Tu vois. Et quand il n'a pas eu le bac la première fois, j'ai dit wow, ça. Donc moi, j'avais une pression en me disant que le bac, c'était... Si mon frère qui bosse dur Il n'a pas eu le bac. l'a pas eu, Qu'est-ce qui va m'arriver à moi qui prends tout à la légère? Parce que j'ai eu le BFM sans effort. J'avais perdu mon sac d'ailleurs 2 mois avant le BFM. Et je m'en foutais pas mal. Chaque fois qu'on me disait, mais t'as révisé? J'ai dit, c'est la moyenne, non. Parce que j'ai toujours eu la moyenne. Donc quand on me dit, c'est la moyenne, c'est pas un concours. Pourquoi vous me mettez la pression? mais attends, t'avais perdu ton sac Oui, parce que je sais même pas où j'avais mis mon sac. J'avais perdu mon sac. avec tes cours Avec mes cours. 2 mois avant. Les gars voulaient que je révise. J'ai dit, mais j'ai pas de cours. Et je comptais même pas réviser. Parce que, mais tes parents, ils ont jamais remarqué que t'avais perdu ton sac? bah, en fait, j'ai jamais ouvert un cahier à la maison avant le terminal. J'ai toujours fait semblant. D'ailleurs, en terminale, ma mère m'a dit une fois, tu vois, cher, quand tu travailles, on te voit. Parce que de toute ma vie, chaque fois, elle venait me dire, t'as bossé? J'ai dit, je mettais les trucs sur la table. J'ai dit, ouais, je viens de finir de travailler. Elle dit, arrête ça. J'ai dit, comment ça, arrête ça? Elle me dit, bah. Et en terminale, elle m'a dit, tu vois, là, on te voit. J'ai dit, ouais, c'est vrai que là, je bosse. Là, il faut que j'ai le bac. Et j'ai eu le bac. D'ailleurs, c'est mon père qui m'a appelé pour me dire que j'ai eu le bac. Tellement. Tellement, c'est quoi? Tu stressais ou tellement lui te collait? Bon, moi, quand je suis allé composer au bac, j'ai dit que bon, j'ai peut-être pas tout cassé, mais bon, j'ai quand même stressé parce que les gens échouaient au bac, quoi, tu vois. Donc j'avais cette pression, surtout qu'en terminale, dans l'école où j'étais, peut-être ça m'a beaucoup aidé aussi. J'étais avec, comme c'est une nouvelle école, ils avaient récupéré beaucoup de gens qui avaient échoué au bac la première fois. D'accord. Parce que les nouvelles écoles, elles veulent avoir des bonnes statistiques, j'imagine. Donc, ils n'ont pas pris de mauvais élèves, mais ils ont pris des gens qui ont échoué au bac. D'ailleurs, c'est une nouvelle école. Les autres sont dans la même école. Ils veulent changer d'école. Et donc, du coup, dans ma classe, il y avait beaucoup de redoublants, quoi. Ils étaient tous stressés du bac. Moi, du genre, c'était le prof de maths qui finit de son exo. Quelqu'un lui dit, ah non, non, non. L'année dernière, lors de la correction, papa, j'étais là. C'était comme des aliens, quoi. Ouais. Il avait corrigé ça comme ça. Et le prof était obligé de lui expliquer pourquoi on corrige ça. On peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Donc, c'était ça un peu l'ambiance dans ma classe, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ça, je me souviens très bien le jour du bac. J'étais passé chez un pote, tu étais là, à 0 mètres de ton... J'étais dans le quartier, là, quand j'ai eu le bac. On m'appelle. Mon père m'a dit, allô, tu es où? Il dit, bon, je m'apprête à aller à la délibération, parce que j'étais en retard. Il m'a dit, c'est bon, t'as eu le bac. Aïe, aïe, aïe. Il dit, ok, c'est réglé, ça. Et ça va. Et j'ai voulu le taquiner. Je lui ai dit, tu te souviens du BFM? Parce que le BFM, c'était différent. Je l'ai eu au 2e tour. Et quand j'ai eu le BFM, quand j'ai eu le 2e tour, ça m'avait un peu fait mal, en fait. Parce que j'ai pas passé au premier coup. Bon, je suis rentré chez moi, j'ai dit j'ai échoué. Donc ça n'a surpris personne. Parce que je voulais pas qu'on me fasse réviser avant le 2e tour, en fait. Donc je me souviens, il y avait tournoi de tennis. Donc je suis allé faire mon tournoi tranquille. Et le matin du 2e tour, je suis rentré dans la voiture de mon père, parce qu'il y a mon cousin qui devait se déposer aussi pour le 2e tour. Il dit, ouais, j'ai le 2e tour. Il me dit, comment ça, t'as le 2e tour? T'as pas échoué? J'ai dit, bah, j'ai juste dit j'ai échoué. J'ai pas dit, j'ai pas une 2e chance. Et là, mon père me dit, toi, tu me fatigues. Et du coup, il me dépose dans le centre. Et Moi, je serais ton père, je t'aurais mis. Ah non, mon père. Claque sur la tête. Il m'a jamais tapé. Hein. Ah, moi, je suis fan de lui parce que le niveau de self-control que je l'ai mis, oui, non. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris. Et il me dépose au centre. Je rentre le soir, j'ai dit, j'ai le BFM. Il dit, non, écoute, il allume sa caisse, il va au centre, il appelle ma mère. Il dit, oui, il a vraiment le BFM, ce con. Et il m'a fait reprendre la 3e. Ok, malgré ça. Ah, parce que j'ai passé d'excellentes vacances en 3e. Ouais. Allez, meilleures vacances de ma vie, parce que j'avais le BFM. Mais ce que mon père savait pas, c'est que j'avais plus de 100 absences.
Tu vas te dire comment un jeune il fait 100 absences. Et d'ailleurs, c'est ça, pour ça que j'ai changé d'école en 3e. Mon père me dit, c'est pas possible. Mais comment t'as fait ça? 100 absences en 3e? Bah, je signais, je falsifiais les mots de papa pour justifier mes absences. Mais 100? Ça, avec le BFM. C'est ce que je dis à mes parents. C'est-à-dire que j'ai quand même raté 3 mois de cours. Hein, bon, c'est normal, quand on donne le bulletin, on dit 100 absences. Mon père, le jour où il m'a dit, on va prendre ton bulletin. Je me souviens trop de ce matin-là. Il me dit, on va aller, on va prendre ton bulletin. J'ai dit, ah, les vacances, c'est fini. Allez, les vacances, c'est fini. Mon père, c'est un enseignant, tu vois. Et les vacances, c'était fini. Hein. Il est arrivé à l'école. Je voulais même pas descendre de la voiture. Parce que je voulais pas être à côté de lui quand il va découvrir. Ouais. Mon bulletin, il y a un 10. Je me souviens, il y avait 10-30 de moyenne. Voilà, parce que j'ai toujours eu mon 10. Vraiment, on va pas m'en vouloir. J'ai jamais eu moins de 10 de ma vie. Là, il regarde le bulletin. Il dit à l'école. Il est fâché avec son interlocuteur, en fait. Il dit, comment ça se fait que moi, mon fils, il a raté 100 jours d'école. Il était où, mon fils? Pendant 100 jours où il était censé être à l'école, ouais. Mais tu étais où? Moi-même, je pose la question. Je te dirais pas. C'est bizarre, on rate. 100 jours. Ouais, c'était quand même énorme. C'est qui fait que j'avais beaucoup de lacunes, seconde, première, donc tu vois. Mais même l'école, ils ont pas appelé pour dire, mais c'est bizarre. Ah, je faisais des mots. Non, mais même si tu fais des mots. Non, parce que j'avais mis un autre numéro sur le. En fait, je suis très ingénieux, hein, je vais pas te mentir. J'étais bon dans ce que je faisais. Et dans l'inscription même, j'avais réussi à changer le numéro de ma mère dessus. Il y avait une dame qu'on appelait. C'est pas possible. Il y avait une dame qu'on appelait qui était ma mère, qui disait que j'étais malade, j'étais pas bien et tout. Et j'ai signé, et je faisais le mot et j'ai ramené. Et ils n'ont jamais su parce que, d'ailleurs là, je pense que même, heureusement, mon père n'écoutera pas le off-show. On sait jamais. Parce qu'il sait pas toujours comment j'ai fait pour passer tous ces jours d'absence. Incroyable. Bah, Ouais, parce que tu le. Ouais, 100 jours, c'est énorme. C'est énorme, mais moi, je m'en étais pas rendu compte, tu vois. C'est quand ils m'ont comptabilisé le truc, j'ai regardé. J'ai dit, mince, les gars, c'est des traîtres. Ils peuvent pas juste mettre ma note et passer à autre chose. Il faut quand ils mettent mes jours d'absence. Donc, tu passes ton bac. Je passe mon bac. Tu as ton bac. Et quand tu as ton bac, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Genre, est-ce que tu sais déjà que tu veux t'orienter vers la pédiatrie? Ou est-ce que... C'est quoi qui se passe quand tu as ton bac? Alors, j'ai mon bac, c'est roue libre. Hein. C'est-à-dire que j'ai mon bac, déjà, moi, c'est réglé. Je suis un homme libre. Moi, le bac, c'était la liberté. Je quitte le lycée, je quitte cette histoire de 8h30, 16h30. Tu es assis en classe, tu as une pause. Voilà, tu appuies dans ce contrôle. Et j'avais pas de préinscription. Ça, je l'ai compris que quand j'ai dû aller faire la queue au Campus France pour mon petit frère, que mes parents, à moi, ils voulaient pas que je sorte du pays. Et donc, comme quand je révisais avec il y avait mon groupe de travail, je travaillais à 3. Il y a une des 3 qui voulait... D'ailleurs, on est pédiatre aujourd'hui ensemble. Ok. D'ailleurs, c'est elle-même qui... Bon, je reviens à ça un peu tout de suite. Quand on remplissait les fiches d'orientation, moi, mon père voulait que je sois médecin. D'accord. D'accord, c'était déjà une volonté. Aujourd'hui, c'est ça, sa réussite. Il va te dire, ouais, mon fils, là, ouais, le terrible, là, il est médecin. Donc ça, je sais qu'aujourd'hui, il est assez fier de ça. Et justement, quand on remplit les fiches, d'ailleurs, il m'a toujours répété, toi, t'es gentil, toi, tu aimes rendre service, tu ferais un bon médecin. Et donc, du coup, bah, à force, quand ton père te répète ça, tu as envie d'être médecin. Tu n'as pas vu que tu vas bosser 8 ans, tu as bossé 12 ans, tu n'as pas vu tout ça. Tu as juste vu que ton père te voit comme un bon médecin. Et c'est pas comme si tu avais une carrière de prévu. Je voulais être architecte parce que je dessine super bien et j'aime les maths. J'aime bien les sciences, en fait. J'adore les sciences. J'adore SVT. J'ai toujours adoré tout ce qui est scientifique. Et donc, du coup, mais là, j'ai pas de quoi aller faire des études ailleurs, quoi. Et comme je te disais, c'est pas avec des gens qui ont 100 jours d'absence qu'on va. Ouais, non. qu'on va lui, on peut pas l'envoyer à l'étranger, lui. Non. Il va faire des études, quoi. Si sur place, il a 100 jours d'absence, non. Comment ça va se passer? Non. Et donc, du coup, en remplissant la fiche jaune, je me souviens encore, la fiche était jaune, où on orientait. Moi, je mets médecine. Ok. Et comme j'ai pas d'autre choix, je mets médecine. Mais tu mets médecine sans même, toi, savoir le nombre d'années qu'il y a derrière tout? Bah, en fait, je me dirais que j'étais pas assez intelligent pour savoir que j'allais avoir 30 ans et encore être en train d'étudier. Sur le coup, je suis pas le genre à projeter aussi loin dans ma vie. Ouais. Moi, je sais que je suis en train de faire le bac. Je vais avoir le bac. Qu'est-ce que je vais faire après? Je suis avec des gens qui sont intelligents, qui ont déjà refait le bac, qui rêvent d'être médecin. Donc, je me dis, bah, père veut que je sois médecin. Allons-y. Avec des gens qui veulent être médecin. Bon, on y va. Donc, j'ai rempli médecine. Ouais. Tu mets pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix. Ouais. Je sais pas quoi d'autre je vais faire dans ma vie. Je me vois pas faire autre chose. Je me vois même pas être médecin, mais je sais que il paraît que médecine, c'est bien. Ok. Et puis, c'était assez prestigieux. Ouais. Bah oui, médecin, c'est toujours... Et justement, si je devais rester au Sénégal étudier, avec tous les gens que j'ai fréquentés, c'est pas pour me la péter, mais je voulais quand même réussir. Bien sûr.
Tu vois? Bien sûr. Et parce que les gens réussissaient à côté de moi, ils avaient des bonnes notes, les gens étaient fiers. Et je voyais bien que les gens étaient fiers. Et d'ailleurs, j'ai toujours vu mon père était fier de mon grand quand il ramenait des 16, mon petit frère, il était fier, quoi. Donc, j'ai bien envie de procurer ce sentiment autour de moi, que les gens soient quand même fiers. Et du coup, je coche médecine et j'arrive à la médecine. Paf, premier jour, d'ailleurs, après de très bonnes vacances. Mieux que la troisième. Parce que là, je suis sur mon nuage, j'arrive à la médecine en premier jour. Ah, je comprends que je viens de... Ah oui, je vais te montrer une photo après de moi, après ma première année. Et je comprends que je viens de m'engager dans quelque chose de... Donc, tu es à la fac de médecine ici à Dakar. Ouais, fac de médecine ici à Dakar. Ok. J'arrive. Premier jour, c'est intense. On remplit un amphithéâtre. Peut-être, je pense qu'on est 400, on est 500. Oh là là. C'est parti pour faire cours debout. Cours debout. C'est très sportif. C'est-à-dire que tu arrives le matin, tu fais 2 heures de cours debout, le prof, il répète pas. Comment ça, cours debout? Tu es debout, j'avais un notepad où je bloque des feuilles. Ouais. Et je suis parti pour prendre des notes. Il n'y a pas de siège? Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, c'est ça, tu es du campus. Et les gens du campus arrivaient prendre des places à 5 heures du matin, un peu avant la prière. Donc, c'est ça pour faire des places. Tu vois, c'est pas moi qui vais venir à 6 heures pour avoir des places. Quoi. Ouais. Donc, j'ai plutôt choisi le côté sport. Ouais. Heureusement, j'avais déjà un background de sportif à l'époque. Ouais, avec le tennis et tout. Avec le tennis. Donc, ça arrive. J'arrive debout et je fais 8h, 19h. Et c'est intense. Et c'est parti. 8h, 19h. Et il faut valider la première année. Ouais, debout. Des fois, tu as assis. Hein. Après, il y avait... Oui, parce qu'après, de toute façon, les gens qui vont te garder une place. Et puis, je pense ça doit être un peu comme un peu partout. C'est souvent la première semaine, tous les élèves sont là. Ouais. Puis après, il y en a de plus en plus qui disparaissent. Les gens sont là. Ah ouais, hein? Les gens étaient là. Les gens étaient là en première année. Les gens étaient là en deuxième année. Sauf qu'après, entre-temps, on sait un peu qui vient tôt. Il peut garder une place. Ça peut se faire comme ça. Et donc, du coup, après... T'as un petit cercle, t'arrives à t'asseoir à certains cours, à d'autres cours, c'était pas possible. D'ailleurs, le cours du matin, c'était un peu compliqué. Après, il fallait sortir, courir. Parce qu'on avait un fille qui était un peu loin. Ouais. Donc, c'était un peu... Et moi, j'étais pas du genre à faire semblant à marcher. Donc, je sortais, je courais. Après, je me suis dit, bon, écoute, tout ça, il y en a marre. On fait les cours debout. On sort le matin, on s'est connus debout. C'est tout. On y va. Et ça s'est fait comme ça. Ouais. Et on a charbonné. Parce que quand on arrive, on voit le niveau de pression. Ah ouais, et puis surtout que la fac, c'est tellement un autre monde comparé au lycée. Déjà, comme tu viens de dire, vous êtes 400. Personne ne te surveille. Debout, personne ne te surveille. Le prof, il ne sait pas comment tu t'appelles, il ne sait même pas où tu es, il ne connaît rien de ta tête, tu ne viens même pas. Tu viens pas. Et pour un jeune homme qui aime la liberté comme toi, c'est facile de se perdre et de ne pas aller dans les cours et tout. Tu vois? Oui, j'ai arrêté les cours plus tard. Parce que ça, c'est naturel, il revient au galop. Mais quand même, mes 2 premières années... Tu es focus quand même un peu. Okay. Première année surtout, je suis arrivé super focus parce que j'arrive, je vois les gens qui ont redoublé, des gens qui ne sont pas nuls parce qu'il faut savoir qu'en fac de médecine, tu arrives, les gens, c'est des bacs avec... c'est-à-dire quand on va en fac de médecine, le quota, c'est maths, PC, SVT qu'on cumule. Quoi. Ouais. Et les gens qui ont 56 points. Ouais. Ils ont 18, les gens n'ont rien laissé au bac. Et donc, il y a un niveau qui est là et il y a des gens qui ont repris. Qui ont eu un bac de malade, qui étaient là l'année dernière, qui ne sont pas passés. Donc, dès que tu arrives, je me mets en situation de bac. Ouais, c'est ça. Tu te mets en situation de... En situation de bac, je me dis, ouh, ça c'est comme le bac. Ouais. On s'y met. Donc, je m'y mets, j'ai mes cours normaux, je prends des notes normales, je suis focus. Premier examen vient, j'ai 44 points sur 80. Je suis déçu. Je suis déçu parce que j'avais jamais autant bossé de ma vie. C'est-à-dire que même au bac, j'ai bossé, mais ce que j'ai bossé en première année de médecine, je ne savais même pas que c'était possible d'autant bosser. C'est-à-dire que le matin d'examen, j'ai récité mes 40 cours. Wow. Je marchais dans la rue. Quand je vois les jeunes assis sous les lampadaires, là, des fois, je les encourage. J'ai dit, les gars, lâchez rien. Hein. J'étais là, c'était mon lampadaire. C'est-à-dire qu'on était là, on bossait jusqu'à pas d'heure et on maîtrisait tout le programme. Je ne sais même pas comment les gars ils font pour nous donner 10. C'est-à-dire que mon 10 que j'avais en seconde première, je comprenais parce que je n'avais pas révisé. J'arrive, je compose, j'ai 10, j'ai 11. C'est bon, je passe. Mais en fac de médecine, et je bûche. J'ai bûché jusqu'à... Je dors, tu me réveilles, je récite un truc tellement je suis dans le truc. Et d'ailleurs, je me souviens, en première année, je me suis retrouvé seul à Sali parce que je suis allé à la maison de mon père. J'ai dit à père, laisse-moi ici. C'est 10 jours pour réviser tout seul. Tout seul. D'ailleurs, les gens m'ont dit, comment ton fils est à Sali, il révise. Mon père a dit, écoutez, laissez-le. J'étais posé, j'allais à la plage, je bossais, je faisais que ça. Tout seul. Parce que c'était
dire à quel point j'étais concentré. Ouais. Et toi, tu te dis qu'en mettant tous ces efforts-là, non, j'aurais pas 10. Bah si ouais. quand je travaille pas, j'ai 10. Ouais, j'y allais pas pour être premier. Hein. Ouais, mais je disais tu- que je vais être à l'aise, quoi. Ouais. Donc, quand j'arrive, j'ai 44. J'ai dit, mince, Mhm. avec tout ce que j'ai fourni, là, et je vois des gars qui ont des 70 points. Mhm. J'ai dit, yeah, il va falloir bosser. Hein. Ce truc, on fait que commencer, en fait. Et heureusement, la première année, je passe en premier tour. D'ailleurs, c'est la seule fois de ma vie en médecine où je passe en premier tour. Je passerai toutes les autres années en deuxième session. Parce qu'en deuxième année, coup du destin, un jour, on sort pour faire un don de sang. Mhm. J'ai jamais raté un cours avant ce jour. Mhm. Promis. J'ai fait tous mes cours. Ce jour-là, on me sort pour faire. On avait une campagne de don de sang. Donc, moi, je donne du sang. Ça prend un peu de temps. Le cours a commencé. Et là, il y a mon pote qui me dit, hey, il y a. Bon, je vais l'appeler T qui est passé. On va aller manger au Piazzolla, j'ai dit. Piazza, je pensais en ville. Mhm. Il dit, je pense pas que j'ai les sous pour ça, en fait. Il me dit, non, t'inquiète, je gère. Et on est parti. Mhm. J'ai peur. Et j'ai pas remis les pieds en cours de toute l'année. Aïe, 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 aïe. Ah, les gars, ils m'ont ramené. Ils m'ont ramené. Ils t'ont remis la Ils m'ont piqûre. remis la piqûre de pas aller en cours. Et Ouais. après, se réveiller le matin, aller en cours, faire cours debout, Ouais, c'était plus possible. ouais, Je me réveillais le matin, je traînais jusqu'à 10h. J'étais libre. ouais, Je mangeais à la maison, j'étais en famille. ouais. Je prends un bon petit déj. À l'époque, je faisais 1 kilo de PNL. Là. D'ailleurs, les gars venaient même. Je faisais la cuisine pour tout le monde. Et c'était parti. Ah, c'était parti. Uh-huh. Et cette année-là, je passe avec indulgence. Donc, je pense en deuxième session. Donc, j'ai toute l'année. J'avais toute l'année. Mhm. Absolument toute l'année, les 2 sessions, tous les deux semestres, 8 modules à faire en deuxième session. Ok. Je dis, ah, tiens, on le fait. Tu assumes. Donc, je me pose, je poste, je passe. Je me souviens, je passe avec IND. J'ai dit, bon, IND ou pas, on est passé. On est passé, Il y en a c'est qui sont le plus pas important. passés. Ouais. On est en 3e année. Ouais. Et on est parti. 3e année aussi, session, je gère. Mhm. 4e année aussi, session, je gère. Mhm. Bon, après, en 4e année, il m'arrive un petit coup un peu dur en 5e année. C'est que mon binôme, celui avec qui je bosse depuis le premier jour, il chope une sale maladie, donc il est hospitalisé. Il frôle même la mort. D'ailleurs, il s'en sort avec une paralysie, très malade et tout. Donc, c'est pas que je l'attends, mais j'avais jamais bossé sans lui. Mhm. C'est-à-dire qu'en médecine, on avait des styles de boss très différentes. Moi, j'avais une approche. Il avait une approche différente de la mienne et on se complétait bien. Mhm. Mhm. On avait nos différents, Ouais. mais on bossait ensemble. Mais vous aviez trouvé votre Ah oui, cohésion dans on le avait- travail. ouais, c'est du genre, ma 3e année de médecine, je suis passé, je me souviens des 2 derniers modules. On a bossé jusqu'à 6h du mat, j'étais fatigué. Il me dit, Joe, viens, reste. On fait cet exo. On fait ça, c'est l'examen de je sais pas quelle année. Lui, c'était le pro des anciennes épreuves. Et le matin, là, je refuse de faire l'épreuve. Il me réveille, il met de l'eau. On fait l'épreuve. On arrive à 8h10, on donne l'épreuve, c'est la même C'est épreuve. la même. Tu dis, ah ouais. Je finis en 10 minutes. Heureusement Je qu'il me m'a. souviens, je pose l'épreuve en premier, je rentre, j'ai sommeil. Quand je pose l'épreuve, c'est comme si j'ai pas composé. Ouais. Tellement j'ai composé vite. Alors qu'en fait, j'ai même pas lu les questions. Automatique. Et je suis parti. Mhm. Et on sort, il me regarde. Et donc, du coup, tu vois, c'est le genre de gars-là. Ouais, vous avez trop de Quand tu le souvenirs. perds en 5e année, Ouais. t'arrives, t'es dans une année. En 5e année, on appelle ça le grand prix du doyen. Tellement c'est dur. Mhm. C'était l'année la plus dure en médecine avant. Bon, maintenant, ça a changé avec les LMD. Et cette année était carrément épique. Lui, il était malade. Donc, il n'était pas avec moi. Ah non, il avait repris l'année à cause d'un report de notes maladroit. C'est l'année qui suit qu'il tombe malade. Et l'année-là, bah, je redouble. Mon père me dit, ah, tu attends. Il dit, bah, de toute façon, on n'est pas prêt de quitter cette fac. Hein. On est qu'à 5e année, il reste à 6e année. Après, il faut faire l'année de clinique. Bon, après, j'essaie de me recycler, j'essaie de réapprendre parce que je n'avais pas du tout l'automatisme. C'est-à-dire, tu te lèves, tu n'as pas envie de bosser, tu as un gars qui te stimule. On peut sortir. Bon, c'était très difficile Ouais. de se remettre Dans à le bas. bosser Ouais. sans lui. Ouais. Et il a fallu que je continue sans lui. Et bah, 5e année, la 2e année, bah, j'ai pas eu un autre binôme. J'en ai jamais eu d'ailleurs, Mhm. depuis le temps. Mhm. C'était mon unique binôme de boss. Mhm. Aujourd'hui, c'est c'est un frère aujourd'hui. Mais binôme de boss, non, c'est mort. Ouais. Et après, j'ai fait ma 5e année. Et je me suis marié d'ailleurs à la fin de ma 2e, 5e année. Uh-huh. Ou bien c'est la 6e année. En tout cas, bref, j'ai fini mes modules. Et j'ai fini tout ce qui est théorique. Je me souviens, je vais presque faire quelques mois sabbatiques. Ouais. Après, il faut se lever pour aller faire maintenant 1 an de stage pour pouvoir faire la thèse. La question que je t'ai pas posée, Ah. c'est pendant ces 5 ans, 6 ans, est-ce que tu t'orientes déjà
en pédiatrie ou c'est de la médecine générale? Ah non, du tout. En fait, il faut savoir qu'on commence la médecine réellement, je dirais, en 3e année. Hein. Ok, La première, 2e année, c'est très scientifique, chimie organique, chimie physique. D'accord. Vraiment dans les matières scientifiques. d'accord, On met les bases. D'ailleurs, on se demande pourquoi on apprend tout ça. C'est bien après qu'on se dit, je comprends. on prend plus vite maintenant. Et donc, du coup, en 3e année, on fait la sémio. En 4e année, on fait tout ce qui est pneumo, cardio. D'ailleurs, on fait la pédiatrie en 5e année. Et donc, en gros, c'est tu touches à tout. Tu touches à tout. Il n'y a pas de spécialisation. Non, il n'y a pas de pendant ces spécialisation. D'accord, On ok. peut faire le concours d'internat et pour être orienté et faire une spécialité plus tôt. Et c'est une autre voie, d'ailleurs, pour finir la médecine, on va dire plus tôt. Parce que quand on réussit au concours, on commence la spécialisation. D'accord. Bon, c'est un peu... Je t'explique ça tout de suite, justement, parce que quand je fais mes 6 ans de théorie, comme je te disais tout de suite, il faut faire maintenant 1 an de stage. Où tu vas faire 4 mois, plus 4 mois en stage rural. D'accord. Et justement, là, c'est là où je reçois ce coup de fil, un peu comme toi hier soir. Et c'est cet ami avec qui j'ai fait la terminale, avec qui je bossais, qui me dit, hey, tu fais quoi? Il dit, ouais, je suis à l'hôpital, je dois déposer au service de médecine interne. Il me dit, il y a des places libres en pédiatrie à Basnao comme faisant fonction interne. Donc, je te disais tout à l'heure que tu peux réussir un concours d'internat et donc être placé dans un hôpital. Donc, il y a des services, quand ils n'ont pas d'interne, ils ouvrent des postes de faisant fonction. D'accord. Où justement, c'est payé. Et tu bosses, bien sûr, comme on fou, mais au moins, c'est payé. Ok. Et c'est considéré comme stage. Donc, tu peux D'accord. avancer dans ta médecine. Et c'est ça, en fait. Et qui tu fait- cumules déjà pour ton stage Voilà. de fin de Et c'est- diplôme. Et c'est ça qui me fait devenir pédiatre. Parce que j'arrive, je dépose direct. C'était un no-brainer parce que je gagnais pas ma vie. J'avais aucune perspective de gagner ma vie. Ouais, de J'étais faire marié. rentrer de l'argent à ce Et moment-là. là, hop, on me dit, oh, il y a 80 000 que tu peux gagner par mois. 80 000, c'était le rêve. Et je dépose. Je dépose, on me prend. Et c'est parti pour une... Et c'est comme ça que tu rentres en pédiatrie. Ah, je rentre en pédiatrie. Waouh. Là, je rentre en pédiatrie. Avant ça, je pensais être... j'ai voulu être orthopédiste. Ouais. J'ai voulu être gynéco. Parce qu'en Ouais. 5e année, pourquoi je reprends aussi, c'est qu'en 5e année, on avait des stages de gynéco. J'avais tellement aimé que j'allais plus en cours. Mais au moins là, j'étais à l'hôpital. C'était un peu différent. Je traînais pas. J'étais à l'hôpital tout le temps. Ok. Parce que j'étais vraiment inclus dans l'équipe. Et ça marchait bien. J'étais à l'hôpital. Ils me faisaient travailler. J'adorais ça. Et j'ai cru que j'aimais la gynécologie. C'est en première année de mon premier mois de FFI là, à Basnao, que j'ai compris qu'en fait, c'est pas la gynéco que j'aimais. C'est les enfants que j'aimais. Ok. Parce que là, je suis en salle de réa. Je suis en néonat. Et je sors plus de cette salle. J'arrive à l'hôpital à 7h. J'ai du mal à quitter l'hôpital. C'est 3 grades la semaine. Donc, on est là de 8h à 20h. Le lendemain, on est là de 8h jusqu'au lendemain à 20h. J'habite à l'hôpital, quoi. Waouh. Et ouais, parce qu'il faut un temps de jeu quand même pour Ouais. comprendre tout ce qu'on va ensuite essayer de pratiquer. Et c'est parti. Je fais 4 mois. On signe mon stage. Je fais encore 4 mois. On signe mon stage. Maintenant, il faut aller faire le stage rural. Et donc, j'ai fait mon stage rural. D'ailleurs, j'ai dit souvent en déconnant que c'est là où j'ai perdu mes cheveux parce que je suis devenu chauve en stage rural. On t'a envoyé où? Bah, on m'a envoyé où? On m'a pas vraiment envoyé un endroit compliqué. J'ai choisi un endroit compliqué pour aider un ami. Bon, après ça m'apprendra d'autres choses dans la vie. Parce que j'ai voulu arranger quelqu'un et je suis allé dans un coin qui était vraiment dur. Ouais. J'ai fait une calvitie de stress. Et c'est comme ça, j'envoie un selfie à ma femme un jour, elle m'a dit, il te manque des cheveux sur la tête. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, bon, je vais me raser. Et là, je me rase, je vois que ça pousse plus. J'envoie un ami dermatologue, il me dit, ouais, tu fais une calvitie de stress. Hein. Ah ouais, C'est carrément. bon. Ouais, ouais, Parce que là, on a rigolé à cause de Oui, la on blague, rigole, oui. mais c'est sérieux. C'est marrant, mais j'ai vraiment perdu mes cheveux entre le 31 décembre 2016 et le 30 avril 2017. Ah ouais, hein. Ah oui, littéralement. J'ai la date précise parce que je suis rentré le 30 avril, c'est mon anniversaire. Et je suis parti le 31 décembre. Et c'est vraiment un coin dur à vivre. J'étais à Waoundé, c'est au niveau du fleuve Sénégal. C'est pour te dire à quel point c'était aride. C'est la première fois où j'ai vu des mouches boire de l'eau. Non, tu rigoles, là. Je rigole parce qu'effectivement, Mais je te j'ai jamais vu des Une mouches boire de l'eau. Et même une fourmi. Ça veut dire, tu manges une mangue, mais en fait, la mouche, elle ne s'intéresse pas. Elle est sur l'eau. Et tu vois carrément la goutte d'eau être zippée par la mouche. Tellement c'est Ça, aride, tellement tellement il y c'est a... aride. Ouais, J'ai fait un coup de soleil, je pensais que c'était les blancs qui faisaient le coup de soleil. ouais, ouais. Je me suis réveillé quelque part, on m'a mis de l'eau, et là, le gardien, il était fâché contre moi. Il me dit, mais toi, Diouf, où tu étais à cette heure-ci? J'ai dit, mais j'étais chez moi. Il me dit, mais quand tu marchais là, est-ce que tu as vu quelque chose qui... Est-ce que tu as vu un truc vif? J'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il n'y a que le vent. Il me dit, oui, effectivement, tu ne verras pas de lézard, tu verras aucun Ouais. rien qui vive, qui circule entre une certaine heure. Ouais.
tellement il fait chaud. Ouais. D'ailleurs, je me souviens, le premier jour où j'ai appelé le technicien de la clim pour dire que ça ne marche pas, la clim. Et j'ouvre la porte. Et quand j'ouvre la porte du bureau, je réalise que la clim marche très bien. C'est juste qu'il fait trop chaud. C'est juste qu'il fait trop chaud. Je ferme vite la porte. J'ai dit, mince, il en faut 2 ou 3 dans le bureau. C'est une dingue. Et c'est une dinguerie. Il fait chaud. Uh-huh. La bouffe, c'est compliqué. Uh-huh. D'ailleurs, c'est là où j'ai arrêté de regarder les statuts. Quand je dis aux gens, ne regarde pas les statuts. Et parce qu'il m'est arrivé des soirs de ne pas dormir. Parce que j'ai fait l'erreur de regarder des statuts. Il y avait à manger. Alors que je venais de manger une pastèque et de boire 2 litres d'eau pour essayer de calmer ma faim. Il fait 3 heures du mat, je dors de fatigue. Et non parce qu'il fait chaud. Ouais. D'ailleurs, la première fois que j'ai mis le ventilateur sur moi, ça m'a brûlé. Donc, c'était pas une option de juste se faire ventiler parce qu'il faisait chaud. Et voilà, quoi. C'est parti. J'ai fait mes 4 mois. 4 mois. 4 mois, ouais. J'ai fait 4 mois. Et c'était compliqué parce que si je décidais d'annuler ce que je voulais faire, il fallait que je rentre, que je fasse un autre tirage. Et on ne fait pas un tirage chaque jour. Ouais. Il fallait attendre un autre cycle. Et ça allait me ralentir parce qu'on m'attendait pour que je fasse ma thèse et que j'aille faire ma spé. Et à un moment, tu veux gagner du temps parce que tu es rentré à la fac il y a 6 ans. Ouais. Comme je t'ai dit, il n'y a aucune perspective. Je suis censé faire mon stage rural pour faire ma thèse, pour ensuite faire ma spécialité. Donc, j'ai encore 4 ans qui m'attendent. Ouais. Ouais. T'as encore 4 ans qui Donc là, quand t'attendent, même- t'es marié, t'as ta femme. Ouais, donc là, quand même, tu comptabilises des trucs, quoi. Et tu rentres Ouais. chez toi. Et Ouais. donc, du coup, j'ai fait mes 4 mois, tout fier. Je suis rentré. Et quand t'as dû finir les 4 mois, que t'as dû... Ah, j'ai fini le Alors- jour même, je suis rentré. La question, c'est... Parce que, oui, effectivement, c'est des conditions qui sont dures, mais j'imagine que pendant ces 4 mois, tu crées quand même aussi des liens avec les enfants que tu vois, les choses comme ça. Donc, ça doit être quand même aussi... Oui, t'as ce soulagement de rentrer parce que tu sais que, bon, je serai plus dans la chaleur clair. de dingue et tout, mais en même temps, tu dois avoir quand même un pincement au cœur de laisser ces enfants-là et tout. Non. Faut pas déconner. J'ai quitté, j'ai laissé mes bagages là-bas. Parce que j'avais une voiture qui pouvait me ramener. En fait, le truc, c'est que souvent, on a cette sensation où le médecin, je dis ça souvent à mes patients, arrêtez de me prendre en otage. Vous faites du chantage affectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on déploie une personne dans un endroit, on veut qu'il règle les problèmes. Je ne peux pas régler les problèmes. Moi, tout ce que je sais, c'est que là où je suis, je vais faire le taf. Ouais, D'ailleurs, je vais donner me le suis investi maximum. à 100%. J'ai bossé, c'était un centre qui était compliqué. Et j'ai bossé. Et j'avais 4 mois. D'ailleurs, je me souviens, c'est quand je quitte qu'on me propose des conditions, qu'on me propose une clim. D'ailleurs, c'est 2 jours avant que je quitte qu'on me dise oui, on va t'installer une clim chez toi. J'ai dit, vous êtes sérieux? Ils voulaient te garder. J'ai dit, de quoi vous parlez? J'ai dit, moi, je rentre chez moi. Je suis parti. D'ailleurs, comme je t'ai dit, je suis parti le 31 décembre, je suis rentré le 30. C'était 4 mois pile poil. Pile poil. Pile poil. Il n'y a pas eu un jour de plus. Je suis revenu plus tard, récupérer mes bagages. Et je suis revenu avec mon petit frère et ma femme. Et quand on arrive dans mon village, le chauffeur me dit, mais ton endroit là, c'est sérieux là? Tu es là où tu étais? Et quand on arrive chez moi, je lui montre là où j'étais. Il me dit, tu as vécu ici? Et il dit, yo, j'ai vécu ici. Mais c'est bon, j'ai referai le même parcours. Ouais. Parce que dans la vie, ça m'a appris beaucoup de choses. Ah non, j'imagine même pas. Et comme je dis, j'étais parti pour aider quelqu'un et ça m'a appris beaucoup de choses aussi, à quel point tu peux t'investir personnellement dans tes relations personnelles même. Et ça m'a fait grandir. Comme je dis, j'ai perdu mes cheveux là, mais vraiment, j'ai gagné énormément en expérience humaine d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai jamais eu de problème pour gêner de ma vie après cet endroit-là. Parce que la nourriture maintenant, d'ailleurs, les gens le savent, quand ils viennent au cabinet, je ne mange pas. Je travaille toute une journée, je prends que des fruits, j'ai pas de problème. Parce que j'ai... Ouais, parce que tu as vécu cette J'ai habitude. dépassé Ouais, ça. bien sûr. Et Bien donc, sûr. du coup, pour rien au monde, j'aurais fait autrement. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Et là, je vais rentrer. Paf, je fais ma thèse. Et c'est rebolote. Je suis balancé à Albert Royer pour faire mon premier stage en tant que, on va dire, spécialiste pédiatre. Parce que là, maintenant, je suis inscrit. Ouais. Je suis en spécialité. Même si j'avais commencé 3 ans avant. En faisant fonction. C'est pour ça que j'ai des patients qui sont vieux, qui ont aujourd'hui 9 ans. Ouais. D'accord. Et même eux, quand je dis j'ai fini en 2022, ils me disent, Mais attends, comme moi, tu me ça fait voyais. 2 ans, 3 ans. J'ai dit, ouais, je sais. Mais officiellement, je suis pédiatre depuis 2022. Donc, depuis C'est ça. 3 ans, je bosse. Officiellement, comme tu as dit, tu es inscrit à partir de 2022 sur les listes en tant que pédiatre officiel. Ouais, c'est là j'ai fini. J'ai fini Ouais. mes 4 ans. Mais sauf que tu fais 3 ans d'expérience Voilà, un petit sauf peu qu'en fait, avant. Depuis, je fais que de la pédiatrie. C'est pour ça que des fois, mes patients ils me disent, tu me donnes quoi en adulte? J'ai dit, moi, j'ai pas fait de médecine adulte. Mon année clinique, j'ai fait que de la pédiatrie. J'ai fait mes 4 ans de FFI, 4 mois de FFI, 4 mois de FFI. Je suis allé faire mon stage rural où on savait que j'étais à l'aise avec les enfants. Donc, par défaut, ça a réglé les problèmes. Donc, on m'a remis chez les enfants. Et donc, du coup, après, je suis rentré, j'ai fait ma spécialité et je suis resté avec les enfants. J'ai jamais fait autre chose. Ok. Donc, officiellement, depuis 2022, en tout cas officiellement, c'est là où tu es pédiatre. Ouais.
Ok. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ça t'a fait quoi quand justement on t'a dit que ça y est, c'est officiel. Là, tu es pédiatre. Bah, en fait, c'est pas comme le bac. Ouais. Ce qui se passe, c'est que d'ailleurs, je suis allé à ma présentation de mémoire. Je suis arrivé le dernier. Mhm. Et même mes maîtres étaient un peu fâchés. Ils m'ont dit, mais les gens sont là depuis 7 heures, pourquoi tu viens à midi? Le truc, c'est que je bossais depuis 2019. Et j'avais déjà des patients. J'avais une double vie dans ma spécialité parce que, comme je te disais à l'époque, quand j'ai pris le contrat pour l'argent, faire pédiatrie, ça m'a ouvert des portes dans la pédiatrie parce que j'ai commencé tôt. Mhm. Et en 2022, quand je finissais, bah, je bossais à plein temps. C'est-à-dire que j'ai bossé 24/24 parce que je faisais l'hôpital à 8h, 15h. Ouais. J'allais consulter du 15h à 2h, 3h. Et Ouais. c'était la nuit aussi, je faisais des réceptions de bébés. Mhm. Donc, du coup, je bossais 24h/24, 7 jours sur 7. Donc, quand on vient pour finir, pour me donner mon diplôme, c'est genre. C'était une liberté. Comment je peux dire ça? Je taquine des fois les jeunes quand ils me disent la spécialité c'est dur. J'ai dit prenez ça comme un Pax. Mhm. Vous êtes là pour les papiers. Faites vos 4 ans, prenez vos papiers. Parce que la fin est dure. Ouais. C'est-à-dire la fin est super dure, c'est contraignant. Tu dois écrire un mémoire. Tu es à l'hôpital, tu dois faire des gardes, tu dois former des juniors. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que tu veux juste finir ton temps, descendre et aller bosser. Parce qu'en fait, ça fait 12 ans que tu as commencé des études. Ouais. Tu vas aller bosser, en fait. Mhm. Et ce papier, c'est ça qui t'empêche de bosser en étant libre dans ton cœur, te disant que Ouais, là, c'est bon, je suis. Ouais. Tu es officiellement, c'est pourquoi beaucoup de gens te prennent depuis 7 ans. Ouais. Ouais. Aux yeux des gens, tu es déjà un pédiatre, déjà un pédiatre. mais pour les professionnels et pour le milieu, tu n'es pas encore reconnu. Même mon père, ça m'a un peu choqué qu'après je reste à Dakar, il me dit alors tu vas aller en Europe, tu vas arrêter. J'ai dit non, j'ai des patients. Mhm. Lui, il a pris du temps à comprendre que j'avais des patients. Ouais. Il m'a même une fois dit que tu manques d'ambition. Mhm. Ça m'a fait un peu mal quand il m'a dit ça, mais j'ai dit bon, tu comprendras. J'ai dit j'ai des patients. Je me vois mal quitter le pays, Les sortir abandonner. 1 an, revenir pour dire oui, le même pédiatre que vous avez connu, bon, il allait faire 1 an en France, il est revenu. Ils s'en foutent. Ouais. Depuis des années, tu règles leurs problèmes, tu es à l'écoute, tu suis leur enfant. Donc, techniquement, c'est pour ça qu'ils ont besoin de toi. Mhm. Et donc, je suis resté. L'État ne m'a pas pris. Donc, c'était un deuxième coup dur parce que je me souviens, en 4e année, il y a eu un truc massif de recrutement. Donc, tous mes potes ont été recrutés par l'État. Mhm. Parce que, ouais, là, je suis en privé. Quand je fais du privé, ça fait rire. Les gens pensent que je fais du privé parce que je voulais faire du privé toute ma vie. Alors que non, moi, j'étais urgentiste. J'adorais mon hôpital. Mhm. Et là aussi, je suis posé. J'ai toujours voulu être pris comme fonctionnaire. D'ailleurs, tout le monde pensait que j'étais fonctionnaire. Mhm. Parce que mon père est un peu dans le milieu et tout. Bon, ça fait rire parce qu'il se disait que ça allait être facile pour moi d'être pris. Et bah, j'étais pas fonctionnaire. Donc, je finissais en 4e année avec 0 perspective. Ouais. Mais 0 perspective encore. Comme quand j'avais le bac, Ouais. j'arrive et j'avais que mes patients qui avaient confiance en moi. J'avais reçu peut-être 1000 à 2000 bébés à l'époque que j'avais suivis. Wow. De 2019 à voilà, des gens que j'ai suivis depuis la salle de naissance. Et j'avais construit mon truc, quoi. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi? On va faire comme le premier jour. On reste avec notre communauté qu'on a construite Mhm. et on bosse. Mhm. Et j'ai commencé, et j'ai continué à bosser. Mhm. J'ai arrêté de bosser la nuit. Ça, c'était mon cadeau. J'ai dit, bon, j'arrête les trucs de nuit, là. Ça me pourrit la vie. Et je bosse maintenant. Je fais le suivi. Et d'ailleurs, je me suis concentré sur le suivi des patients. Parce que je me suis dit, bon, les gens voient les consultations comme un gagne-pain. Certes, c'est un gagne-pain, mais au final, comme on dit chez nous, kharmat. Mhm. Voilà, le gars, il bosse, il vient bosser ici. J'ai dit, non, j'aime pas ça. Je veux que les gens retrouvent le même sourire. Parce que ce qui s'est passé, c'est que un peu avant, je me suis disputé avec un patient un jour, de manière très... Je ne me suis pas reconnu tellement j'étais fâché. Et je me pose, j'ai dit, pourquoi je suis aussi vénère? J'ai dit, peut-être je suis fatigué. Mhm. Mhm. Parce que je bossais la nuit, la journée. Les gens viennent, ils se posent dans le bureau. Eux, ils s'en foutent que tu aies passé 3 jours, tu n'as pas dormi. Ouais. Eux, ils savent pas tout ce que Ils tu as arrivent vécu. dans le bureau. Ouais. Elle a eu une nuit difficile. Ils te parlent mal. Mhm. C'est très ingrat. D'ailleurs, je le dis souvent entre les lignes quand je dis aux jeunes, bah, préparez-vous parce que vous aurez des parents qui en veulent pour leur argent, entre guillemets. D'ailleurs, on l'a même dit déjà un jour. T'as des gens, tu auras des patients qui seront très cool, très souriants et tout. C'est ça. Mais tu auras des gens qui ils payent un service, ils veulent le service. Oui, ils veulent le service et des fois ils arrivent, ils en demandent plus pour leur argent. Mhm. Ça me fait rire. Des fois, j'ai recadré des gens comme ça parce qu'il est arrivé qu'ils m'appellent dimanche, que je réponde et un jour ils arrivent au cabinet et ils me font comprendre qu'ils sont là, ils ont payé pour. Mhm. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que je leur donne Plus. tellement plus. Ouais. Et des fois,
j'arrive pas. Dimanche, tu m'appelles, j'ai dit, écoute, lundi, tu passes au cabinet. Tu ne me paies pas pour que je te décroche le dimanche à 2h du mat. Ça, je le fais parce que ça me plaît. Ouais. Et je le fais pour ton enfant, même pas pour toi. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas de mal à autant sortir de cette zone pour justement suppléer. Et c'est pas facile, mais bah, on s'y est mis. Donc, du coup, le jour-là, je me suis dit, bon, écoute, mon anniversaire, mon cadeau, j'arrête la nuit. C'était un coup dur parce que travailler les nuits, disons que ça gagne, ça paie beaucoup plus que consulter. Ok. Parce que consulter, tu peux passer 45 minutes avec quelqu'un. Tu vois, moi, je parle trop. Donc, je parlais trop. T'inquiète, Et ça fait pas plus. moi et Karel, on n'est pas le bon genre de passion pour toi, justement, parce que nous aussi, on parle trop. Ouais, tu vois. Donc, quand on a quelqu'un qui est en face de nous qui parle trop, on peut rester longtemps avec. Et des fois, on parle même pas du problème. Trop, oui. C'est pour ça que même ma femme, des fois, elle dit, ouais, je me dis, il me reste un patient. Elle me dit, ouais, à demain. À demain. Je connais Et tu ça. vois, et du coup, quand je décide de faire du suivi, je lui dis, écoute, je vais arrêter les nuits, je vais faire du suivi. Elle me dit, ok, ça va aller. J'ai dit, ouais, je pense que ça va aller parce que on va voir ce que ça donne. Et parce que les nuits, ça. Et j'ai commencé à faire que la journée. J'ai eu mon diplôme, je suis posé, j'ai dit, je bosse. Et j'ai commencé à faire que ça. Et j'ai réussi à construire mon petit truc Ouais. avec une petite infirmière, une assistante. Et j'ai construit mon petit monde. Et la création digitale arrive un peu avant que j'ai mes diplômes. Ok. Elle arrive, je pense, ma dernière année de spécialité quand je quitte mon stage rural. Ouais. Et je reçois un patient à l'hôpital. Bon, après, j'étais un peu patron à l'hôpital parce que j'ai fini mon dernier stage. C'était là où j'avais fait FFI. Ok. FFIC. C'est mon faisant fonction interne là, en 2015. Donc, j'arrive en quatrième année de spécialité. Je reviens à la terre promise, tu vois. Ouais. Ils sont tous fiers de m'avoir. Donc, j'arrive et je fais un peu, je sais pas que je fais ce que je veux, mais je suis un peu plus calé maintenant dans les années. Donc, j'ai des t'as un peu juniors. plus d'ancienneté. J'ai plus de temps. Donc, du coup, à l'époque, je me souviens, je faisais mes canevas tranquillement. J'arrivais le matin, je faisais la visite, je dirigeais. Et après, je me mettais sur mon téléphone, je faisais des petits canevas et tout. Et d'ailleurs, je me souviens, j'ai posté sur Facebook par erreur. Parce que entre Insta et Facebook, c'était linké. Je rentrais plus sur Facebook. Bon. Donc, j'ai commencé à poster mes trucs. Sauf que ça partait sur Ça Facebook. partait sur Facebook. Ok. D'accord. Et sur Facebook, il y avait plus de d'audimat. Et je savais même pas. Hein. Un jour, je suis là, taf, il y a un gars qui me dit, ouais, sur Facebook. Et là, j'ouvre Facebook. Et je vois que j'ai posté tout sur Facebook. Et je vois les gens commenter et tout. J'ai dit, mince. Là, je voulais pas poster sur Facebook parce qu'Instagram, c'était nouveau, c'était très jeune. Donc voilà, quoi. Ça m'évitait de voir tous les vies. J'avais pas fini, en fait, tu vois. Et bah, ça marchait bien. Et d'ailleurs, je me souviens, c'est une de mes plus vieilles patientes qui m'a dit un jour, le jour-là, quand elle venait à l'hôpital, mais crée une page Insta. Ce que tu dis là, ici, là. Mais il faut bien que tu en fasses profiter de tout le monde. Ça ne peut pas rester juste là. J'ai dit, bah, ok, on va essayer. Et j'ai toujours aimé les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à poster sous forme de posters. C'est ça que j'avais demandé. Les premiers contenus que tu crées, c'est quoi? C'est des photos? Ouais, c'est plutôt des. J'allais sur Canva. Ouais. Et quand je voulais parler, par exemple, de la bronchiolite, je cherchais des belles images et tout. Après, je faisais un texte que ma femme corrigeait. Et quand on avait un texte solide, quand j'avais une belle image pour accrocher, je faisais mon texte. Et après, je postais 10 diapositives que je postais. Et justement, c'était ça le premier contenu. J'ai fait ça peut-être pendant. Ça a bien pris au début. Hein. Je me souviens, c'était bien accueilli par tout le monde. Et après, j'avais pas le temps. Parce qu'après, je suis arrivé à Tivaouane pour faire mon dernier stage rural. C'est là où j'ai eu la barbe, pour la petite histoire. Donc souvent, je dis aux gens, laissez-moi tranquille. Tu as laissé les cheveux là-bas et tu as eu la barbe à Tivaouane. Yes. Ça, bon, on dirait que moi aussi, il va falloir que je parte faire un stage. Moi, c'est l'histoire. J'arrive à Tivaouane, même chose, je fais un selfie, je dis à ma femme, écoute, on dirait que la barbe pousse plus que d'habitude. Là. On fait quoi? On laisse? Elle me dit oui, laisse, on va voir. Et c'est parti comme ça. Donc quand les gens me disaient, mais coupe la barbe, j'ai dit, mais je veux savoir un peu ce que ça donne. Laissez-moi kiffer la vie. Kiffer, ouais. J'accepte ce que Dieu me donne. J'ai perdu la tête. Et là, j'ai la barbe. Laissez-moi profiter. Pourquoi vous voulez me dire quoi faire? C'est ça la société. On te dit toujours, ouais, t'as maigri, t'as grossi, t'as noirci, t'as clairci. Bref, je l'ai vécu très tôt parce que j'étais très rond, bouboule par-ci. Après, on te fait toujours des commentaires. Et là, donc, du coup, voilà, je disais quoi? Je vais à Tivaouane et je rentre. Et à Tivaouane, j'avais pas le temps de poster. D'accord. Parce que j'avais un rythme un peu infernal. Parce que j'étais en stage rural. Parce que toi, tu crées la page Instagram en quelle année? Je pense que je l'ai créée en 2021, une année avant de finir. Carrément. D'accord. Ok. Justement, je vais à Tivaouane. Et cette année, j'ai pas le temps de faire des trucs de ce genre parce que j'arrivais. Tivaouane, c'est pas trop loin. Comme j'avais commencé à bosser en 2019, ça avait pris un autre. Avec les accouchements, ça avait pris un autre cran. Donc, j'ai acheté une voiture. Donc, à Tivaouane, j'étais très mobile. D'ailleurs, les gens de Tivaouane ne savaient pas que je consultais à Dakar l'après-midi. D'accord. D'ailleurs, je me suis tapé une hernie discale cette année parce que je faisais 8 heures
Je travaillais le lundi. J'arrivais de Dakar. J'ai quitté ici, donc 6 heures. J'arrivais à Tivaouane, je faisais 8h, 20h. À Tivaouane, c'était intense. C'est-à-dire qu'à Tivaouane, les gens venaient des villages et tout, tu ne pouvais pas les chasser. Donc, Ouais, bien sûr. tu montais les couloirs, les gens te jetaient des regards noirs en mode c'est à cette heure-ci, t'arrives toi. Il faisait 8h30, 9h. J'arrivais de Dakar et je rentre dans le bureau et c'est parti. On va bosser jusqu'à 20h, 21h. Donc, le lundi, je finissais, j'étais Éteint, ouais, donc, bien sûr. je dormais à Tivaouane. Le mardi matin, c'était différent. J'arrivais à l'hôpital super tôt parce qu'il fallait que je finisse à 15h Pour pouvoir. rentrer à Dakar. Ouais. Parce que mes patients, ils n'ont jamais su que j'étais à Tivaouane. Ouais. Ouais. Je descendais à Dakar et là, je bossais encore jusqu'à minuit, 1h du mat. Waouh. Et le lendemain, il fallait que je sois à Tivaouane. Si t'es pas passionné, tu fais pas ça. Ah ouais, je te jure, la nuit de mardi, mercredi, je dormais en crampe. Et le matin, ma femme me réveillait 3 fois. Joe, tu dois être sur Tivaouane à 8h. Là, je me réveillais, je repartais à Tivaouane. Waouh. Et le mercredi, j'enseignais encore sur Dakar. Et j'avais négocié avec celle avec qui j'étais. Elle faisait le vendredi seul. Donc, le jeudi, je finissais. Et là, je faisais des astreintes de nuit pour recevoir des bébés le jeudi soir. Et là, c'était parti pour travailler jeudi soir à vendredi. Vendredi, on enchaînait. Samedi aussi, j'enchaînais. Et j'avais le dimanche pour. Et le dimanche, j'étais aussi d'astreinte la nuit. Et si j'avais pas trop d'accouchements la nuit, je pouvais en avoir. Lundi, j'étais encore sur Tivaouane. Et quel rythme. Et c'était ça 6 mois. Et à Tivaouane, ils pensaient que j'étais toujours à côté. À Dakar, ils pensaient que j'étais à côté. Ouais. Parce que tu m'appelles, je te dis j'arrive. Ouais. J'arrive. Ouais. Ici aussi, pareil, tu m'appelles, je te dis demain 15h. Donc les patients n'ont même. Mes parents n'ont jamais vraiment su même que je vivais à Tivaouane parce que je vivais nulle part. Ouais. T'étais Je vivais tellement sur la tout le temps route. sur la Ah route. oui, ouais. la station Shell là, qui est ouverte là, Ouais. ils me connaissaient bien, je pionçais là-bas. Ouais. Je garais souvent, j'en pouvais plus parce qu'un matin, je me souviens, la voiture qui était devant moi a changé de couleur. Ah, J'ai dit yo, là, il y a quelque chose que. parce qu'elle était rouge, en matin, elle est devenue grise. J'ai dit on dirait que je dordais. Et là, j'ai commencé à faire ma première escale à Shell, je dors, je n'ai même pas de réveil, j'arrive, je dors parce que je conduisais, je ne vais pas mourir aussi. Et j'étais vanné. J'étais vraiment vanné. J'ai quitté, quand j'ai fini mes 6 mois, c'était marrant aussi pareil. Quand j'ai fini, ils font un pot, ils me disent qu'ils n'ont jamais vu un gars qui était aussi performant, qui ne refusait pas de patients. Et je me souviens, j'ai dit encore à Omar, j'ai dit, gars, si tu m'as vu aussi performant depuis 6 mois, c'est qu'aujourd'hui, c'était un jour qui devait arriver. C'est-à-dire que si j'étais aussi bon avec le sourire du matin au soir, c'est que ça finissait aujourd'hui. Ouais. Ouais. Il y avait une fin. Il y avait une si tu fin, me ouais. gardes ici en mode indéfini, Ouais. Là, je peux être comme ça, ouais, bien sûr. là, je suis comme ça parce que depuis que je suis arrivé, je sais que ça finit. Ouais. Aujourd'hui. J'ai un point de. J'ai un point où ça Ouais. finit. Donc, Ouais. je ne peux même pas savoir tout ce qui s'est passé en 6 mois dans ma vie. Et aujourd'hui, ça finit. Donc, je ne dis pas que tu m'entendras plus. Tu m'appelles, je serai là. Qu'importe de quoi tu as besoin. Mais ici, là, C'est terminé. les bagages sont déjà dans la voiture. Ouais. On était en train de manger, en fait, on faisait un pot. Et ils étaient venus avec un truc pour me proposer quelque chose parce qu'ils disent qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui va bosser de 8h à 21h qui chasse personne. J'ai dit, moi, je ne peux pas chasser quelqu'un qui a quitté un village, qui a pris une calèche parce que j'ai été au Fouta. Je sais c'est quoi rallier de ville. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans mon village, là, il m'est arrivé de faire stop de midi à 19h. Je suis resté au bord de la route. À l'époque, je fumais encore. J'ai fumé 2 paquets de clopes là, sur une route. J'étais là. Et j'appelle mon pote qui était à Ourossogui. Il dit, Joe, si je dois rentrer dans mon village, là, à 19h, là, je vais me suicider. Viens me prendre. Et il est venu me prendre. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour raconter comment j'ai renoué avec le Thierry dans cette zone. Parce que j'ai dit ça dans ma page. Les gars, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est que j'arrive au Fouta et je passe ma première semaine dans ce coin où j'ai connu la faim. Genre, j'ai faim, quoi. J'ai faim. Non, j'ai tellement faim. Non, tu peux pas comprendre. Chou, je me suis même disputé avec une fille de 5 ans. Non, parce que j'avais un pot de Nutella. Et le pot de Nutella, en fait, c'était lui qui est censé régler mon problème. Ça, c'est le Graal là-bas. C'était le Graal. Ouais. Et parce que j'avais beau avoir faim, si j'ai un Nutella sur un pain, et j'avais pas du pain frais, j'avais du pain de la veille, donc tu vois, j'ai taqué dans un sachet là. Et ce Nutella sur le pain avec du bridel, ça règle, ça te ramène une douceur dans le. Ouais. C'était. Et je me souviens le matin là, je suis chez une maison d'hôtes là, à Canel, c'est à mi-chemin. J'ai Et il y a la peur. petite qui voit mon pot de Nutella. Et tu connais les enfants, Ah oui. ils sont prêts à tout. Mais il sait pas qu'elle avait affaire à un. Elle avait affaire à un crackhead. Non, c'est pas Crackhead possible. de Nutella. Il avait Elle son est pot comme là, ça. elle me tire doigt et tonton cher. J'ai dit, hey, pleure du sang même. Stop.
Tu touches pas mon Mais Nutella. non, je peux t'en tartiner. Mais le pot, il reste pas ici. D'ailleurs, après, j'ai acheté des sachets de 10 francs, de crème, là. Je mettais mes doses. Quand je voyageais, j'avais ma dosette. Elle voyait plus. Non, j'ai dit. Parce qu'en fait, j'ai retourné dans mon village. Je retournais pas au Osogi. J'aurais pu en racheter, mais j'allais dans l'autre sens. Et il est hors de question que j'arrive à Canel, j'arrive à Houndé sans mon Nutella. Parce que dans cette zone, j'ai marché 3 km pour acheter une canette fraîche. 3 km. Donc, je marche, je prends ma canette fraîche, je marche au retour. 6 km donc. Donc, tu vois, c'était pas rien. Donc, Ouais. elle veut que je lâche mon Nutella là-bas. C'était pas possible. Ouais. Et donc, du coup, quand j'arrive sur Worosogi, le jour-là, j'avais faim. Premier vendredi, Abdoul me dit, j'ai dit, boy, qu'est-ce que vous avez fait à manger aujourd'hui? Il dit, j'ai vu, il y a des fast-food, il y a des dibis, il y a des dibis. Je parle de bouffe, genre, je parle que de bouffe. Il m'a dit, Joe, calme-toi. C'était un genre de cousin, en fait. Il me dit, écoute, on va aller dîner. Les parents, ils vont te voir. Ça va leur faire plaisir aussi. Et après, si tu n'aimes pas le dîner, on sort manger. On sort. Ouais. Et là, je dis, qu'est-ce que vous avez fait à dîner? Il me dit, du tiret. Et là, je suis malade. Limite, j'ai envie de vomir. Parce que j'aimais pas ça. Moi aussi, et je le je sors. suis désolé, j'aime pas le Et tirer. là, je le sors. Je lui dis, boy, moi, j'aime pas le tiret. J'ai envie de pleurer. J'avais les yeux mouillés. Il me dit, boy, tu pleures. J'ai dit, boy, non, je suis à bout. En fait, j'étais à bout. Je pense à toi dans la situation Non, je là. te jure, j'étais là, fatigué, plein de poussière et tout. Je prends ma douche et là, je vais m'asseoir dans le bol de tirer. C'est une grande maison familiale. Il y avait un grand bol. Je t'assure que c'est des bols. Tu peux même pas comprendre comment ils ont fait ça. Et du coup, je m'assois. J'adore le mafé, par contre. Et là, je m'assois. J'ai une odeur de De mafé. m'a fait ta petite sauce arachide, tout. Hein? Je dis, quoi, c'est quoi cette histoire? Et là, je commence à saliver. Littéralement, je bave comme un chien. Tellement j'ai faim. Ils ouvrent le truc. Je prends une bouchée. Bon, c'était un type de tiret basse, donc c'était une sauce arachide. Ouais, je dégomme le truc. Et là, il y a la sœur du boy qui passe. Il me dit, toi, si t'aimais pas le tiret, Dis donc. si t'aimais le tiret, nous, on était mal barrés. J'ai dit, ouais, je comprends pas. Bon, j'avais faim. Donc je me Ouais, dis, donc quand c'est t'as la faim, fin. c'est ça. Donc le vendredi prochain, je reviens. Il y a encore du tiret. Bon, là, je dis pas, j'aime pas le tiret. Là, je vais m'asseoir tranquillement. Ils ouvrent et il y a une sauce différente, sauce Ako, c'est une sauce feuille, feuille verte. Je tape le truc encore. Il dit, bon, c'est pas le tiret sauce rouge que ma mère faisait que j'aime pas. Troisième vendredi, j'ai le classique. Il dit, voilà, c'est ça que moi, j'aime pas. Je mange. Tu aimes. J'ai dit, non, j'ai faim. C'est la faim. Donc, je suis pas encore d'accord. Donc, du coup, il m'a fallu répéter comme ça 4, 5, 6 vendredis. Et un soir, je pète les plombs, j'appelle ma mère. J'ai dit, mais maman, comment ça se fait que moi, je suis en train de me tuer ici avec le tiret alors que j'aime pas le tiret? Elle me dit, ah, tu sais, nous, le tiret, on sait pas le faire. J'ai dit, ouais, il faut pas imposer des trucs aux enfants que vous savez pas faire. C'est pour ça, dans mes vidéos, j'ai dit, regarde, mais faites des choses que vous savez faire. Mais c'est Pourquoi vrai. Vous imposez aux enfants des plats que vous savez pas faire. Mais c'est vrai. Et vous créez des problèmes chez les gens qui n'existent que chez eux. Parce que c'est vous qui avez créé En des plus, choses. au moins, elle a le courage de dire, on sait pas le faire. On dit non, nous le tirer vraiment, on sait pas le faire. C'est ton père qui l'aime. Donc on lui dit, mais ouais, yo, arrêtez ça. Et depuis ce jour, quand on me dit il y a un plat que j'aime pas, j'ai dit bon, posez le plat. Je vais voir ce que ça Ouais, vaut. je vois ce que ça vaut chez Peut-être vous. c'est une interprétation que je connais Ouais, pas. Mais ouais. je vais pas dire j'aime pas le bois, alors que je n'ai Ouais. pas vu tous les types de bois. Ouais. Donc sur ce truc-là, je suis resté. Mais voilà quoi, c'est à ce point, ça m'a changé. Donc ça m'a permis de découvrir le tiret, que ma Ouais. femme fait très bien et que j'adore. Là, d'ailleurs, là, les Tamkhalit, je fais des fois 300 km jusqu'à Saint-Louis. Je me pose, je tape mon tiret, je rentre chez moi. Bon, prochaine fois, je viendrai peut-être avec toi parce que Ah. moi, j'aime pas le tirer Ah non ouais, plus. bon, après- Peut-être que tu seras capable de changer mon Bah, avis. moi, j'étais en situation extrême aussi hein, pour l'accueillir. Parce Ouais. que quand tu as de la faim à Ouais, ce quand point t'as pour faim, l'accueillir, ouais, c'est ouais. très différent. hein. Ouais. J'imagine qu'il il doit y avoir des rebranchements neuronaux même dans ma tête. Qu'on dit, tu aimes le tirer, Ah tu oui, aimes. oui. Et voilà quoi. Donc c'était assez intense comme expérience. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je parle beaucoup de diversification en disant que c'est l'environnement qui compte. C'est important. C'est que ton père mange, ta mère mange avec plaisir. Tu arrives, tu veux goûter, ça te fait plaisir. Tu verras, tu as les goûts familiaux parce que c'est dans ça que tu baignes. Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes pour faire manger leur enfant parce qu'en fait, ils ne mangent plus à la maison. L'enfant ne te voit jamais manger. Tu ne vas même pas pratiquer cette activité que tu veux lui imposer à une C'est heure. vrai. Et il n'y a pas de... Comme je dis, je taquine des fois en leur disant Oreo. Oui. Et moi, j'ai adoré Oreo avant de manger Oreo. Ok. Tellement ils ont bien travaillé. Ouais. Ils ont mis la pub, Ouais. ils ont mis le verre de lait, les gens étaient là. Oui, donc j'ai aimé ce truc avant de Avant goûter. de le goûter. Parce que la pub était parfaite. Ouais. Et je dis que dans une famille, eh ben, c'est les parents qui sont la pub. Ouais, c'est vrai. C'est très vrai ce que tu Cette dis. pub, elle est là, vous mangez, l'enfant vous voit, vous faites plaisir. Vous n'êtes pas en train de manger sous contrainte. Pourquoi l'enfant va manger sous contrainte
Vous êtes en train de manger, vous faites plaisir, vous partagez un bon moment. Et donc, l'enfant vient participer. Ouais. Et le truc, c'est que quand l'enfant il commence à manger, quand il doit commencer à manger, les gens sont tellement omnibulés par lui donner des nutriments, lui donner des choses dont il a besoin, qu'on oublie que c'est quelque chose de naturel. Laissez-le participer, qu'il ait des repères, qu'il puisse acquérir en fait tout ce qu'il a besoin d'acquérir pour manger. C'est pas évident. Il faisait que boire jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, après, il faut qu'il mâche, il faut qu'il l'avale, il faut qu'il attrape, il faut qu'il coupe. Il faut qu'il fasse tout ça. Il faut qu'il apprenne à faire ça. Et dans la bonne ambiance, ça passe. Et malheureusement, on veut tout lui liquéfier, tout. On veut qu'il en prenne en quantité parce qu'on trouve qu'il est petit, on trouve qu'il ne mange pas assez. Alors qu'il n'en a pas encore besoin. On est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Et malheureusement, on va rater le coche où l'enfant le fait avec plaisir pour un an après lui dire viens manger ce qu'on mange. Ouais. Alors qu'on lui refuse ça depuis toujours parce qu'on avait décidé que c'était trop tôt pour lui. Ouais. Je ne sais pas si tu as eu à ça avec tes filles, mais c'est vraiment. Non, combat que je mène beaucoup. moi, ce qu'on a eu avec la plus grande, parce que bon, la petite, elle, comme je t'ai dit, elle n'a pas encore un an, donc elle est encore dans. Elle vient de commencer il n'y a pas longtemps la diversification alimentaire et tout. Nous, ce qu'on a eu comme comportement qu'on ne comprend pas, enfin, on se l'explique d'une manière, mais tu me diras, c'est peut-être pas ça. En fait, par exemple, Kélina, quand elle était petite, quand Karel commence la diversification alimentaire, elle mange tout. Tout. Les légumes, tout. Il n'y a pas un truc qu'elle te dit j'aime pas, elle mange tout. À partir du moment où elle est rentrée à l'école, qu'elle a commencé à voir d'autres enfants, nous c'est comme ça qu'on l'explique, d'autres enfants dire Berk, je veux pas, j'aime pas, c'est à partir de ce moment-là qu'elle est rentrée à la maison qu'elle a commencé à dire je veux pas, j'aime pas, et qu'elle veut pas manger de légumes. Bah, vous avez parfaitement raison, en fait. Le truc, c'est qu'il n'avait pas encore eu d'autres bon, pas inspiration, mais elle n'avait pas d'autres influences. Et ce qui se passe chez un enfant, c'est qu'à un moment, tous les enfants passent par cette néophagie. Ils choisissent ce qu'ils veulent manger. J'ai encore mieux pour toi. Vas-y. On a eu une réunion avec ses profs lundi dernier là. Sa prof nous dit ah, mais Kélina, elle adore les concombres, elle adore les tomates. Avec sa mère, on se regarde comme ça, on dit mais C'est pas le même enfant. comment ça, elle adore les concombres? Elle était en train de jouer, on l'a appelée comme ça. On dit Kélina, viens ici. Comment ça, ta maîtresse, elle nous dit que t'aimes les concombres, que t'aimes les tomates? Elle dit mais Kélina, elle adore ça. Ouais. Elle dit ouais. Et la petite, c'est qu'elle essaie de répondre devant les profs. Ouais, j'adore les concombres et les tomates de l'école. De l'école. Ouais. Elle répond vraiment vrai. Oui, elle ment pas. Elle dit, Parce que le truc, c'est que, justement, ça me fait rire, hein? Je vais t'expliquer ça autrement. Quand tu vas chez ta belle-mère, elle te fait un repas que tu n'aimes pas forcément. Tu arrives, elle va te faire plaisir. Tu manges ou tu manges pas? Tu manges, Kay. Est-ce que tu as le choix? Tu vois, tu manges. Tu arrives chez ta mère à toi. Elle s'est décarcassée depuis la veille pour cuisiner ton plat favori. Ouais. C'est trop salé. Ouais. Tu lui dis ou tu lui dis pas? C'est trop salé. Bon, ma mère, c'est une salousine. Si je lui dis, elle va me taper. D'accord. Mais tu peux lui dire. Oui, je peux. Tu peux lui dire. Ouais. Ah, maman, ça, c'est salé. C'est quoi cette histoire? Ouais. Bon, que- maman, c'est un peu salé. Oui, c'est ta mère. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es en famille, tu as justement ça. T'as cette liberté. Tu as cette liberté de dire ce que tu as envie de manger. Donc, quand tu es à la maison, tu as ton père, tu as ta mère, tu as le frigo, tu sais qu'on fait des courses. Ouais. Tu n'es pas là pour qu'on t'impose des choses. Et c'est ça les enfants d'aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour qu'on leur impose quoi manger. Parce qu'ils ont très bien vu que tu fais des courses. D'ailleurs, tu vas avec lui quand tu fais des courses. Ouais. Tu es dans les rayons. Ouais. Il choisit des trucs, tu choisis des trucs. Ouais. Il n'a pas choisi des trucs que tu as choisis. Il a choisi ses trucs. Ouais. Parce qu'après, quand il rentre, il mange ses trucs. Il a fait ses courses. C'est vrai, c'est tellement vrai ce que tu dis. Donc, il n'arrive pas à la maison, tu lui dis, viens manger le repas. Non, moi, j'ai acheté tout à l'heure des chips. Bah, je mange mes chips. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, la partie où l'enfant commence à choisir, tu es obligé d'être un peu plus... pas loosen, comment on dit loosen en français? Ouais, mais un peu plus flexible, ouais. Tu es obligé d'être plus flexible parce qu'en fait, si tu rends la chose trop dure, tu vas juste l'éloigner du repas. C'est ça. Parce qu'elle finira par avoir ce qu'elle veut. Elle finira toujours... J'ai dit toujours aux gens, mettez un enfant au pouvoir. Donnez-lui un objectif, il va l'avoir. Zéro compromis. Il va avoir ce pourquoi il est là. Parce que c'est un enfant. Il n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Il est très égoïste. Elle descend de l'école, elle a mangé ses concombres de l'école. Oui. À l'école, elle n'avait pas le choix. On lui a posé des choses. Si elle ne les aime pas, elle va mal vivre son école. On lui en met. Et elle en mange parce que c'est l'école. Mais quand elle descend, papa, je veux un chocolat chaud. Oui, papa est là pour faire plaisir à sa fille. Donc, elle ne va pas hésiter à dire ce qui lui fait plaisir. Ouais.
Après, maintenant, la difficulté, c'est de trouver un repas équilibré parmi les choses qu'elle aime. Oui. Et malheureusement, des fois, les parents, surtout les Africains, sont partis en mode non, l'enfant, il ne choisit pas ce qu'il mange. L'enfant, il mange ce qu'il y a ici dans la maison. On connaît tous cette phrase-là. Alors que ça marcherait il y a 50 ans. Oui, tu m'étonnes. À l'époque, si tu me dis il n'y a pas de boutique à côté, Ouais, il n'y a pas de vendeur de pastel en face. ouais. Mais c'est bon. L'enfant, il sait qu'il ne mange pas, il va dormir, il a faim. Il se réveille, il n'y a pas de frigo. Il n'y a pas à manger. Toi, ta fille se réveille à 3 h du mat, j'ai faim. Tu lui trouves à manger. Ouais. Donc, cette possibilité existe. Donc, elle n'a plus de besoin de manger ce que tu lui imposes. Parce qu'elle sait que chaque jour, elle va manger ce qu'elle veut manger. Parce qu'elle est chez elle et elle a justement son choix. Parce que c'est nous qui avons créé cet environnement où l'enfant a le choix de manger ce qu'il veut. Après, on le crée et après, on veut créer autre chose. C'est pour ça qu'au début, on lui fait tout découvrir. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu dis qu'elle mangeait tout. Elle mange toujours tout. C'est pour ça qu'à l'école, elle mange ses concombres. C'est pour ça qu'elle va être correcte quand elle va arriver chez une amie, qu'on a fait un truc, elle va le manger. Tu n'auras jamais de problème avec Kélina en dehors de la maison qu'on va te dire elle n'aime pas ça. Parce qu'elle mange tout. C'est à la maison, elle a des préférences en fonction du moment. Ouais. Et c'est vous qui allez vivre ces préférences-là. Ouais. Et comme vous l'avez tout appris, elle mange tout. Mais est-ce que toi, tu manges tout? Oui. Mais quand tu arrives dans un endroit, on te propose des choses, tu préfères aller manger une pizza Ouais. parce que tu as le choix. Ouais. C'est ce que j'ai pas eu pour aimer le tirer. Clairement. Tu vois? Clairement. C'est pour ça que des fois, moi, il m'est arrivé que des parents prennent leur enfant, les mettent dans un dara. Ils me disent oui. Et je leur dis toujours, le jour où vous allez prendre l'enfant, au retour, dans la voiture, il va vous dire ce qu'il va manger. Attends, j'ai pas compris. T'as des gens qui Non. prennent leur enfant, Ouais, ils les mettent dans des Dans un daras. dara pendant 3 mois, les grandes vacances, parce que l'enfant, il mange rien qui est à la maison, il ne mange pas le riz, genre, il est très compliqué. Donc là, les vacances, ils vont aller apprendre le Coran, ils vont les mettre quelque part. Et là, il n'y a pas de souci. Hein. L'enfant, il va vivre là-bas, il va manger. On va vous envoyer des vidéos, il va se faire plaisir. Mais je vous assure que le jour où il prend Ils son sac, re-rentrent dans la voiture, là. dans la voiture même, il va te dire, les parents m'appellent, non docteur, toi, tu es devin ou quoi? Depuis que j'ai pris un enfant, il parle que de chips. Il dit, mais il a un manque. Bah oui. Quand il est arrivé, il a compris qu'il n'a pas papa et maman. Ouais. Il s'est dit, ok, je survis. Ça finit. Ouais. Dans 3 mois. Ouais. Quand le 3 mois est arrivé, il dit, ok, le riz, c'est fini. Hein. J'arrive chez moi où? C'est pizza, c'est hamburger. Oui, c'est ça que je vais manger. Parce que vous allez l'acheter. Et ils arrivent ici, ils me disent, mais on a le même problème qu'avant, ils partent. Il dit, moi, je vous ai dit, le problème, c'est pas qu'ils partent ou qu'ils viennent. Le problème, c'est l'environnement. Ouais. Donc là, c'est déjà fini. Essayez de trouver un compromis parce que c'est un enfant aujourd'hui qui a des enjeux. Là, il a des enjeux, mais à partir d'un âge, il y a certains enjeux, donc on peut trouver des compromis. Mais quand tu as un enfant de cet âge, tu n'as pas de compromis. L'enfant, il est égoïste. Ouais. Elle descend de l'école, elle veut son truc. Mais donc, moi, ma question, c'est aujourd'hui, tu as Karel et Olivier qui viennent te voir, qui ont envie, tu vois, que Kélina soit de la même manière qu'elle est plus ouverte aux légumes à l'école, soit plus ouverte aux légumes à la maison. Quel conseil tu nous donnerais? Parce que je pense que tu as beaucoup de parents qui sont face à ce problème-là, des enfants qui ne veulent pas manger de légumes. Quel conseil tu nous donnerais? Alors, je vais répondre, mais je veux d'abord que tu comprennes que si ta fille ne veut pas manger de légumes à la maison, c'est votre faute. Oui. Dans le sens où vous mettez les légumes et vous pointez les doigts les légumes, fini les légumes. Et même des fois, les gens viennent dire les enfants ne mangent pas les légumes. Et on en parle et ils finissent par accepter que l'enfant mange de la carotte, l'enfant mange des légumes. Mais cette phrase-là, mon enfant ne mange pas les légumes, c'est eux qui les mettent dans la tête de l'enfant. D'accord. Vous proposez des légumes dans des plats de tous les jours et vous n'en faites pas une tonne. Et vous laissez l'enfant manger à son rythme. Elle en prendra 1, 2. Vous ne regardez même pas l'enfant. D'accord. Donc ce que tu préconises, c'est de ne pas être dans la posture de mange tes légumes, mange tes légumes, mange tes légumes. Si elle en mange 2, tant mieux. Demain, elle en mangera peut-être 3 ou 4. Justement, parce qu'elle aime ça à l'école. Et à la maison, il y a une petite pression qui fait que quand on ne mange pas les légumes, il y a déjà une appréhension de manger les légumes ou pas, qui ne devait même pas exister parce qu'elle les mange déjà. Et vous savez qu'elle les mange. Donc vous êtes rassurés. Donc, ne soyez pas stressés qu'elle ne les mange pas, qu'elle ne finisse pas son plat de légumes. Parce qu'en fait, un enfant de base, les légumes, c'est pas que c'est pas nutritif, mais c'est pas énergétique. D'accord. Et les enfants, ils cherchent l'énergie dans tout ce qu'ils mangent parce qu'ils sont très énergétiques. Ouais. Ils veulent le sucre. Ouais. Ça les fait... Ouais. Ça les fait... Pump it up. Merci. Donc, du coup, on veut leur faire manger un truc qu'ils ne leur font pas pump it up. Ouais. Ça leur apporte rien. Ouais. Nous, on en mange pourquoi? Moi, j'adore les légumes, mais en vrai, si on demande à l'adulte d'en manger autant, c'est pour qu'il mange moins de pump it up. Parce qu'il bouge moins. Il est assis, il discute, il fait fonctionner sa tête, pas tout son corps. L'enfant, comme tu as dit, 20 minutes assis, c'est pas possible. Et Non, mais en fait, c'est-à-dire que tu n'imagines pas Kélina, si elle était dans cette pièce-là, elle peut faire 400 roues bah oui. en 1 heure. Comment tu fais 400 roues en mangeant des légumes? Ouais, non, j'avoue, tu peux pas. C'est pas possible. Ouais.
Donc, on veut que les enfants mangent des légumes et il veut qu'ils... C'est pas possible. Ouais. L'enfant a besoin d'énergie. C'est pas Ouais. qu'il te demandera du riz, des pâtes, des vermicelles. Ouais. Ils veulent des trucs énergétiques. Et justement, les légumes sont là. Elle va les manger parce qu'ils sont là. Pas parce que papa est là. Non, tu finis tes légumes. Et du coup, tu es dans une défiance. Si t'as moi en face, t'es foutu. Je toucherai plus à ça. Parce que juste, t'as dit que je devais manger ça. D'ailleurs, mon fils me fait pareil. Quand on va à l'école, je le mets dans la voiture. Dès que je suis dans la pièce, il va verser le truc. Parce qu'à chaque fois qu'il verse, je parle. Donc, il va falloir que je me taise. Je me suis tué 3 semaines. Je me suis tué 3 semaines Ah ouais. pour qu'il arrête de verser le... Pour qu'il arrête le comportement. Il arrête de verser le truc. Et il versait ça juste à cause de moi. Donc, j'ai dit ça une première fois à sa mère. Quand il prenait toujours des bics, il mettait dans la bouche. J'ai dit, c'est à cause de toi. Il le fait jamais avec moi. Dès qu'il met dans la bouche, tu es là, tu dis arrête. Et il le fait tout le temps quand elle est là. C'est marrant parce que ce que tu dis là, c'est ta femme Ouais. qui corrige le pédiatre. Ouais. Ah oui, non, ma femme... Mais tu vois, on dit souvent que les cordonniers sont souvent les moins bien chaussés. Ah oui. Mais c'est ça, est-ce que tu arrives à être le pédiatre avec ton fils? Ah non, en fait, ce qui se passe souvent, même je taquine, je dis qu'on est rarement prêt pour un enfant. Moi, j'étais pas prêt. Ok. Je pensais l'être. Ok. Bah oui, c'est ça, parce que tu es au contact d'enfants tous les Ouais, jours. c'est ma femme qui était prête. Ah, Et heureusement d'ailleurs, parce que quand il fallait être sans écran, quand il faut être là, elle était prête. Elle était prête dès le premier jour. Elle était ready. Et elle l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Heureusement pour lui. Et d'ailleurs, justement, elle me dit toujours, tu dis toujours. Ouais. Il y a un soir, il faisait de la fièvre. Et j'ai cherché, j'ai examiné 2 jours. J'ai pas trouvé de foyer. J'ai pas trouvé de cause de fièvre. Je lui ai dit, bon, peut-être c'est les dents. Elle me dit, tu as toujours dit qu'un enfant ne peut pas faire de la fièvre au point où on stresse et c'est les dents. Je dis, ouais, ça c'est ma règle. Parce que moi, j'ai créé des règles. Et ça doit te faire mal quand ta femme te dit non, des non, phrases. en fait, elle me ramène. Non, j'adore ma femme parce qu'elle me ramène toujours à ça, en fait. Oui, mais on connaît nos femmes. Oui, je te jure. La manière dont Elle me le dit. toi, tu dis toujours que... Et tu vois, et le jour-là, le lendemain, la femme fait la diarrhée. J'ai dit, ouais, c'était ça la cause. Et je traite. Et d'ailleurs, même mes patients, elles savent, hein, quand elles arrivent dans la salle d'attente, elles sont assises. Des fois, elles se parlent. Il y a une nouvelle, elle dit, chi, donc il va encore me chauffer les oreilles parce que je pensais que l'enfant il fait ses dents. Les gens ils disent, les dents, c'est pas une maladie. Et oui, j'insiste sur ça parce que c'est pas une maladie. Donc, et ça, c'est un cliché. Donc, en gros, que les dents, c'est pas supposé déclencher de la fièvre, c'est ça? Bah, en fait, les dents, de base, ça donne pas de fièvre. D'accord. Si on veut comprendre le procédé de manière très simple, c'est que quand l'enfant, ses dents bougent dans la gencive, bah, ça rend la gencive perméable. La gencive devient perméable aux bactéries, aux virus qui sont environnants. L'enfant met tout dans la bouche. D'accord. Et donc, dès que quelque chose va passer, le corps va se mettre à combattre. D'accord. C'est ça la fièvre. D'accord. Donc, c'est pas le processus physique du fait Non. que les dents sortent qui va générer de la fièvre, mais c'est parce que la zone est beaucoup plus Fragile. sensible, fragile, Qu'il va y avoir qu'il des peut combats. avoir des combats Ouais. parce qu'il peut... Ok. Et quand D'accord. l'enfant est en train de perdre le combat, la fièvre est encore plus intense, l'enfant est malade. D'accord. Et les gens sont D'accord. persuadés toujours que ouais, ça va passer, c'est les dents. Et moi, je le dis chaque jour. Il y a peut-être 100 ans, les femmes pouvaient se permettre ça. Elles étaient collées à leur enfant. Elles donnaient le sein 24/24. Donc, elles pouvaient être là tout le temps en mode soutien. Aujourd'hui, moi, mes parents, je dis, vous n'êtes pas en soutien. C'est pas pour vous faire mal, mais c'est la vie d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas collé à votre enfant de 8h à 8h. Vous ne pouvez pas laisser l'enfant à la maison avec un inconnu et venir le soir. On vous raconte qu'elle allait bien. Comment elle va aller mal? Elle n'était pas avec sa maman. C'est comme l'histoire de manger là. L'enfant ne va pas se comporter de manière... Elle n'est pas bien. Elle n'a pas de réception. Elle n'a pas de récepteur pour se Exprimer. montrer, pour exprimer qu'elle n'est pas bien. Ouais. C'est quand tu rentres le soir que l'enfant est malade. Ouais. Parce que justement, toute la journée, elle a dû se gérer parce qu'elle n'avait personne. Elle n'avait pas son père, elle n'avait pas sa mère pour être malade. Pour être malade, c'est un luxe, hein, être malade. Quand tu es malade, tu vas bosser, tu n'es pas malade. Hein. Ouais. C'est quand tu rentres le soir, Ouais. oui, là Ouais. tu es malade. Ouais. Parce que tu as quelqu'un à dire à qui tu peux dire Exprimer, que tu es malade. ouais. Tu peux exprimer. Et l'enfant, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est quand on descend du taf que l'enfant il est malade. La nuit, il a été malade. On dit, on ne comprend jamais, il tombe malade que la nuit. Je dis, non. L'enfant, il est malade depuis. Mais c'est parce qu'il sait que les parents sont là. Bah oui. Il peut exprimer son Il peut mal-être. exprimer son mal-être. Ouais. Il va pas manger, il va faire ses chichis. Parce que oui, là, il peut. La journée, il dort. Tu laisses ton enfant le plus turbulent en inconnu. Tu dis, ah, il a été gentil. Il a dormi toute la journée. Oui, il n'a vu personne. Il dort. Et le soir, dès que tu viens, ah, tu es là. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Et les dents, vraiment, c'est un cliché. C'est l'un des plus gros clichés qui existent dans le monde de la pédiatrie. Mais tout le monde est persuadé qu'un enfant qui fait ses dents doit être malade. Alors que, qu'on se dise la vérité, on a tous été surpris de voir les premières dents de notre enfant. Oui. 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 Et il n'y a pas de fièvre. Tout Y a d'un coup, pas- tu vois oui. la dent qui sort, tu dis, hé, Voilà. il a une dent. Donc pourquoi est-ce que quand il va faire une fièvre, ça doit être les dents même? Pourquoi?
Non, c'est vrai, c'est très logique. Et tu vois, moi, on me l'avait jamais expliqué comme ça. Et là, maintenant, je le comprends. Tu vois. Pas faire des dents. Et c'est pour ça que le travail que tu fais au quotidien, il est hyper important. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de comment tu as créé, la page et tout. Toi, donc, quand tu crées la page, de base, c'est pour apporter de l'information complémentaire aux parents et pour un petit peu les aider dans leur quotidien, c'est ça? C'est ça. À quel moment tu fais le switch à la vidéo? Parce que j'imagine, tu vas me corriger si je me trompe, parce que nous, on l'a vécu comme ça. Dans la création de contenu, c'est que nous, on faisait du contenu photo, mais quand on est passé à la vidéo, il y a eu un véritable changement. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où les gens sont plus réceptifs à un contenu où tu as une personne qui parle, où ça bouge et tout, que les photos. Quand tu fais ta première vidéo, comment ça se passe la première vidéo? En fait, Tu t'en souviens? ouais, je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, c'était un projet pour lequel j'avais été. Il y a une dame là qui m'apporte beaucoup. Mayane, tu verras, elle est très enthousiaste, elle est tellement peps. Et du coup, on se rencontre sur le net, on fait un live ensemble. Je faisais quand même des petits lives de temps en temps. Et elle me parle d'animer une conférence sur la semaine d'allaitement sans frontières. D'accord. Et elle me demande de faire une capsule pour me présenter, tu vois. Donc, il faut que je me filme. Avant ça, je ne m'étais jamais vraiment filmé pour faire, voilà, qui je suis et je parle. Et je fais la vidéo avec mon téléphone. Et ça, c'est le déclic. Ok. Je fais la vidéo, après je m'écoute, je dis bon, dans la vidéo, l'audio n'est pas bon, il faut que je commence à faire des recherches. C'est là que je vais aller chercher un petit micro. Voilà, je commence, et du coup, je t'achète un micro, j'ai pas encore prévu, j'ai rien écrit, parce que j'écris jamais mes sorties. Ouais. Mais là, je me dis, je vais faire des vidéos. J'avais disparu d'Instagram pendant un bon moment, parce que ma femme était enceinte, j'ai bossé, j'avais pas la tête à ça. Et Instagram, effectivement, les photos n'étaient plus trop promues par la plateforme. Ouais. Parce que c'est pas ça que les gens regardaient. J'avais vu ça avec mes derniers posts, ça prenait pas du tout. Et donc, j'avais arrêté d'en faire et je bossais. Et je m'étais dit, bon, les vidéos, je suis pas prêt à montrer mon visage. Je suis pas prêt à être influenceur, entre guillemets. Ouais. Ça me dérangeait un peu, je suis médecin. Et à un moment, j'ai fait cette vidéo-là. J'ai dit, bon, pourquoi pas. Après, il y a une marque qui me fait signe pour animer un atelier diversification. Donc, c'est un sujet que je voulais... Et d'ailleurs, ça n'a pas pris. J'ai voulu passer par une marque qui faisait... Bon, ils m'ont fait signe. J'ai dit, bon, pourquoi pas? Je vais dire oui. Parce que peut-être ils pourront me mettre 100 mamans dans une pièce. Et je pourrais parler de ces clichés. L'importance pour toi, c'était d'avoir du monde pour pouvoir faire passer le message. Moi, en fait, dès qu'on m'a fait signe pour ce projet, j'ai dit, mettez-moi des mamans dans une salle et je peux leur parler. C'est tout ce que je veux. Je veux des gens devant moi à qui je peux parler. Ouais. Je sais que si c'est gratuit, les gens écoutent moins. Donc, qu'ils paient un petit truc. Ouais. À partir du moment où ils savent qu'ils ont payé pour quelque chose, ils sont plus... Et après, ils vont répondre la bonne parole. Au moins, ça fera du bouche à oreille. Ouais. Ça me fait trop plaisir quand quelqu'un me dit qu'un de tes parents m'a expliqué un truc. Ah, je suis trop content. C'est une fierté extraordinaire quand on m'explique que quelqu'un lui a expliqué un truc que j'ai expliqué et que c'est bien expliqué. Ah, je suis trop fier. J'ai dit, c'est passé. C'est bon, le message est passé. Le message est passé. Parce qu'il faut bien qu'on crée des messages de la même manière que les mythes ont été créés. Donc, je me dis, il faut qu'on crée. Et du coup, ça marche pas parce que le sujet n'intéresse personne. Parce que oui, tous les gens qui ont des problèmes pour faire manger leur enfant ne sauront qu'ils ont des problèmes que quand les problèmes s'installent. Exact. Ils seront jamais prêts avant à venir prendre des cours pour se préparer à régler les problèmes de je mange pas de légumes à la maison. Ouais. Et malheureusement, quand les problèmes sont là, c'est beaucoup plus compliqué à régler parce qu'ils ont déjà installé beaucoup de mécanismes de défense de la part de l'enfant. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, je voulais juste ça, du monde devant moi. Et donc, à un moment, j'ai dit, bon, les vidéos, ça va prendre. Parce que je vois la vidéo que Marianne poste, elle fait 5000 vues. J'ai dit, je fais 400 vues sur ma photo. Bon, les gens ont besoin de voir un visage, quoi. Et je les comprends aussi. Ils ont besoin de voir un visage. Donc là, j'ai un téléphone qui filme. J'avais fait 2 vidéos parce qu'avec la marque aussi, j'avais dû me présenter. D'ailleurs, tu verras même sur ma page parce que c'est très ressemblant à ce que j'avais fait avec l'autre. Et j'achète un micro que je clip. Et au début, j'explique trop. Ok. D'accord? J'explique trop. Instagram m'a dit ta vidéo n'est pas montrée parce que
Trop de gens n'ont pas regardé après 3 secondes. J'ai dit, bof, tu me gaffes, toi. Les gens à qui ça intéresse vont regarder. Au début, je me dis ça, je me convainc de ça. Je crée un Monday Talk. Ouais. Le lundi, de 13h, j'ai un sujet, je parle et je veux créer un peu les gens qui se fidélisent à ça. Il y a des sujets qui intéressent, d'autres moins. Et un jour, je poste une photo. Non, je fais une vidéo de moi dans la voiture, où j'ai des lunettes et tout, en mode. Je poste la vidéo. Heureusement, elle était censée, mais elle fait boum. Ok. Et dit, bah, le problème, c'est qu'ici, il faut vraiment que les gars veuillent regarder avant même d'écouter le message. Exact. Sinon, ils ne regardent pas. Ouais. C'est pour ça que je suis parti avec des hooks. Des fois, les collègues me disent, maintenant, tu me fais rire avec tes introductions. J'ai dit, bah, le problème, c'est que si tu n'introduis pas, Ouais. la personne ne regarde pas. Ouais. Si tu n'arrives pas à capter les Tu 3 n'arrives pas à premières capter les secondes. 3 premières secondes, comme on te dit, c'est mort. Ouais. J'ai dit, bon, c'est quand même un exode dur, hein, Ah oui, bien sûr. mine de rien. Et donc, du coup, heureusement, maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que c'est quand j'ai répété un truc, des fois, je parle à quelqu'un et c'est tellement marrant comment je le dis que dès qu'elle sort, je dis à Tu le l'assistante, pause, je fais mes bêtises. Ouais. Parce qu'elle dit, cher, il s'amuse. Et là, j'ai 10 minutes parce que justement, j'ai chaud aux fesses parce que ma salle d'attente, elle n'est pas vide et je ne peux pas passer 1 heure de temps à faire du contenu. Ouais. J'ai 5 à 10 minutes où je dois capter. Ouais. Ou dans la même... C'est pour ça que j'ai toujours des airs différents quand je fais une vidéo parce que je suis vraiment dans l'excitation de faire mon truc. Tu sais que tu tiens un sujet. Je sais que je tiens un tu truc. sais que tu as un Ouais. truc, il faut le faire vite. Il faut le parce faire que- vite. Je vais oublier et j'ai pas le temps. Et donc, du coup, taf, Ouais. et je le fais. J'aime bien. Et à la descente, quand je vais finir, je vais faire le petit post. sous-titre et tout, et Ouais. je relance. Et j'aime bien la spontanéité du truc parce que justement, je dis à quelqu'un, il rigole. Il me dit non, doc, tu peux pas me dire ça. J'ai dit bah si. Et après, Ouais. j'ai dit ah, Et ça, je pense c'est quelque chose. Et je pense que tu vois, justement, moi, c'est comme ça que je découvre ta page. Ok. Je pense que c'est quelqu'un qui avait repartagé en story une de tes vidéos. Ouais. Et tu vois, moi, c'est ça que qui m'a accroché. Tu vois, justement, j'ai aimé ton énergie dans les premières secondes. Après, je vois que tu parles d'un sujet qui me parle parce que je suis papa. Ouais. Tu vois, au début, je sais même pas de quoi tu parles. J'ai juste aimé l'énergie par laquelle Ouais. tu es arrivé dans la vidéo. Ouais. Après, tu parles d'un sujet qui me parle parce que je suis papa. Et donc après, je dis, mais attends, mais je regarde le nom, je vois pédiatre. J'ai dit, ah, donc il est pédiatre, mais attends, il fait des vidéos. Donc je suis allé sur le profil. Ouais. Et c'est comme ça que je découvre le profil. Tu vois? Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, sur la page, c'est que tu mets aussi un énorme travail à déconstruire des mythes propres à nos pays, tu vois, face aux enfants et autres. Et je trouve ça super intéressant parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Et on a besoin de sensibiliser les gens et de leur faire comprendre le pourquoi de certaines choses. Tu vois, par exemple, une des dernières vidéos que tu as postées sur les ongles, Ouais. même moi, je pense qu'il y a les deux personnes. Il y a les personnes qui font ce que tu expliques dans la Ouais. vidéo, Il y a d'autres qui s'en foutent. à qui il faut expliquer que ce qu'ils font Ouais. n'est pas correct et qu'il faut changer ces habitudes-là. Et il y a aussi les personnes qui sont loin de cette réalité et qui ne peuvent pas s'imaginer Ouais. Que d'autres sont déjà dans que cette- d'autres font faire cette chose-là parce que pour eux, c'est tellement évident de faire certaines choses. Donc, ça sert, je pense, à tout le monde. Qu'est-ce qui te fait comprendre que, bah, justement, il y a beaucoup de mythes et qu'il faut qu'on les déconstruise? Bah, en fait, c'est mon quotidien. Ouais. C'est littéralement mon quotidien. Quand je vais justement dans cette vidéo, prendre l'exemple, d'ailleurs, ça a fait un peu. J'ai failli la recouper pour en parler quand je dis combat de chat. Le truc, c'est que c'est mon quotidien. Je reçois un bébé, il est balafré. Il ne ressemble à rien du tout. Des fois, il y a des pustules qui se sont installées, ça s'est infecté. Je dis aux parents, mais coupe les ongles. Ouais. Et la maman te regarde toute sérieusement. Elle te dit, ta grand-mère m'a dit que si je coupe, l'enfant va être un voleur. Je lui dis, tu ne vas pas faire passer tout ce que tu t'apprêtes à enseigner à un enfant pour me dire qu'en coupant les ongles, ça va annuler toute ton éducation chez un enfant. Et en fait, on te le répète tellement souvent que tu vas en parler. D'ailleurs, ça, je vais en parler depuis 2 ans. Ça, je vais en parler depuis 2 ans, je parlais de ça. Mais le truc, c'est que j'ai compris que pour parler d'un truc, je peux être moins pressé d'en parler, mais je ne suis pas prêt à en parler parce que je ne sais pas comment en parler. Ouais. C'est ça, il faut savoir comment bien l'amener. Il faut bien l'amener, exactement. Ouais. Et du coup, tu verras, mais dernièrement, j'ai pris beaucoup de... Bon, je suis sorti un peu d'un... Je dis pas que je suis sorti dans ma zone de confort, mais je suis quand même allé très loin en parlant de harcèlement de gens avec des petits poids. Parce qu'en fait, ces gens sont tellement malheureux, j'en reçois chaque jour. Vendredi, c'était ma dernière consultation, c'était quelqu'un qui a quitté, je pense qu'il est né aux États-Unis, qui arrive dans mon cabinet, qui a forcé 2 mois pour me voir. Elle rentrait 2 jours après parce que son enfant est petit. Et ça aussi, c'est un cliché, l'enfant. Et quand j'arrive, je la vois venir. Je vois l'enfant est petit.
Donc, souvent, pour qu'ils puissent être bien, qu'ils puissent bien comprendre c'est que ça ne va pas aller dans le sens qu'ils veulent, j'enquête bien, je prends le carnet, je regarde le poids de naissance et je fais une consulte normale, je lui explique tout, je prends les paramètres parce qu'après, elle me dit, bon, en fait, il va bien, mais il est petit. Je lui dis, c'est quoi le problème? Tu comptes le vendre quelque part, c'est un poulet cher. C'est quoi le problème avec le poids? Je ne comprends pas. Il a ses 2 yeux, il est intelligent, il est là, c'est un enfant compétent. Pourquoi le poids pose problème? Il me dit, oui, mais tout le temps, il me répète que je ne donne pas assez à manger, il est petit et tout. Je lui dis, mais toi, ton enfant, tu as fait 9 mois de grossesse. Il est sorti à 2,5 kg. Il est né petit. Pourquoi tu fais un bébé plus petit que là où d'autres ont sorti du 4 kg? Ouais. Qui es-tu? Il me dit, oui, son père est très petit. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas. Et c'est ça le problème. La société, tout à l'heure, je disais, on va te répéter, tu as perdu tes cheveux, tu as la barbe qui est trop longue, voilà, bref. On passe notre temps à pointer du doigt ce que la personne a elle-même vu. Olivier, si tu fais du bide, mais tu sais très bien que tu as fait du bide. Bien sûr. T'as pas besoin que les gens viennent te dire, ah, t'as pris du poids, t'as un petit ventre là. Ah oui, Ouais. t'as pas besoin de ça. Ouais. T'es mère, t'as une grossesse, t'as sorti un bébé, il te pourrit la vie, il bouffe ton argent, il bouffe tes émotions, t'as pas une minute pour toi, et tout le monde autour de toi te répète qu'il est petit, tu fais pas assez pour lui. Et tu finis par te demander si tu fais assez pour l'enfant au point où ça te pourrit ta vie au lieu de vivre. T'as assez de problèmes là. Et c'est pour ça que j'arrive avec autant d'énergie pour parler sans me retenir, parce que je me dis au final, il faut bien que ça vienne d'un pédiatre. Peut-être que ça va être un peu plus... Ils vont être soulagés d'entendre dire que c'est normal. Ouais. Parce que personne, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a personne qui le fait. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le fais. Ouais. Après, ça doit être aussi dur, tu sais, quand tu es dans une profession comme la tienne, de santé, où tout ce que tu vas dire est écouté et appliqué à la lettre, parce que est-ce que tu n'as pas des collègues peut-être qui t'ont justement dit ah, mais tu devrais pas faire ça parce que tu vois, tu donnes ton avis, des trucs comme ça. Tout à l'heure, on parlait en off aujourd'hui de marques qui t'ont contacté, qui veulent faire du placement de produits dans ce que tu fais. Ça doit être dur de créer du contenu avec ce but informatif et de santé, de voir que ça marche et de voir justement des gens qui essaient de se placer dessus et de pas se faire tu sais, parce que les gens sur les réseaux sociaux ont la critique facile, ont le commentaire facile, et souvent il y a des gens aussi qui parlent pour rien dire. Effectivement. Tu vois. Et donc comme tu es dans des sujets très sensibles, est-ce que toi t'as pas eu peur de ça quand tu t'es lancé, ou peut-être même jusqu'à présent t'as pas peur de ça? Au début, si, quand j'ai sorti mon visage pour parler d'un sujet, je me suis dit, je me suis battu pour arriver là où j'étais tranquillement dans l'ombre. J'aimais bien être dans l'ombre, travailler, rentrer chez moi. Et après, on s'est dit, tout à l'heure, on a parlé de comment je suis arrivé pour être pédiatre et tout. J'ai pas choisi. Donc, du coup, à un moment, peur ou pas peur, j'aime ça. C'est-à-dire la création de contenu, elle me bouffait du temps. Après, à un moment, je me suis dit, écoute, j'arrête ça, j'arrête pas ça. Et j'ai des choses que je veux dire. Je peux pas m'empêcher de dégainer mon téléphone et de le faire. Et surtout, au début, oui. Un jour, je me souviens, j'ai posté un truc. Il y a un collègue qui m'a écrit, il me dit, ouais. J'ai dit, bon, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Après, je vois que ça fait du bien à des gens. Je reçois énormément de messages en dessous. Des gens à qui j'ai fait du bien, qui dorment la nuit aujourd'hui. Je ne les partage pas forcément parce que je ne cherche pas trop à marquer ma crédibilité dans ce sens-là. D'ailleurs, justement, c'est pour ça que quand les marques me contactent, l'assistante, je me dis, Doc, elle insiste, donne-lui rendez-vous. Je suis accessible, elle peut me voir, il n'y a pas de souci. Elle peut venir dire ce qu'elle a à dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'audience. Le mercredi, 13h, tu donnes rendez-vous à quiconque veut me voir. Il vient à 13h, on lui accorde ses 10 minutes, il dit ce qu'il a à dire, il n'y a pas de souci. Et je lui dirai de visu, parce que je n'ai pas envie de répondre à tout si ça me prend du temps. Et justement, je ne peux pas m'être autant investi dans mon jour le jour, avec, comme j'ai expliqué, 6 mois entre tout ce que j'ai eu à faire pour chaque patient au jour le jour, et laisser une quelconque marque se placer à côté de mon nom. Ouais.
Mais c'est que souvent, tu sais, les marques, elles voient tellement que leur intérêt et que leur but commercial. Bah oui, je les comprends. Ouais. Ils veulent faire du chiffre. Ouais. Moi, j'ai pris une autre voie. C'est-à-dire que je veux sensibiliser. Je veux que ça apporte du bien aux gens, en fait. Et je me mets toujours à la place des enfants. Je le dis souvent, mettez-vous à la place des enfants, le monde va beaucoup mieux avancer. Si tu vas vendre un produit, tu vas vendre de la drogue, tu sais qu'il y a des enfants qui peuvent l'acheter, tu ne vends pas de la drogue. Si tu vas me dire, c'est une fois. Non, tu sais qu'il y a des gosses qui peuvent tomber sur ta drogue. Tu ne vas pas la mettre sur le marché parce que tu t'es mis à la place d'un enfant. Tu vas aller faire autre chose. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque fois, pour prendre une décision, je ne réfléchis même pas parce que moi, je me considère comme un grand enfant. Parce que de base, je suis du côté des enfants. D'ailleurs, même quand elles viennent en consultation des parents, les mamans, des fois, elles me disent, ah, toi, tu tranches toujours avec l'enfant. J'ai dit, mais vous voulez trancher de quel côté? Vous avez un gosse qui est innocent que vous gérez et vous voulez trancher de votre côté. Ouais. J'ai dit, mais laissez l'enfant. D'ailleurs, il dit toujours, tu dis rien, on verra avec ton enfant. J'ai dit, mon enfant, il a une maman. On est deux. Vous inquiétez pas. Vous venez me voir parce que vous avez déjà réfléchi au truc, vous ne vous en sortez pas. Je tranche. Chez moi, je n'ai pas dit je tranche. Hein. Quand c'est médical, je tranche. Quand c'est l'éducation et tout, on est deux. Ouais. Mon enfant, il a quelqu'un. Et c'est comme le cliché d'avoir... Parce que moi, je vis en famille. Je suis resté avec des études longues et tout. Tout le monde a quitté le foyer. D'ailleurs, ça me fait rire des fois quand les gens me disent « Ah, tu es resté avec la famille ?» Je dis « Non, non. C'est eux qui vivent avec moi. Avec c'est toi, différent. Maintenant, c'est plus moi qui vis avec mes parents. C'est moi qui vais subir le toc-toc à 1h pour t'expliquer un truc. D'ailleurs, mon père me disait hier, il me donnait une liste. Hein. Tu as une valise à ouvrir ici, parce qu'il a sa valise qu'il n'arrive pas à ouvrir. Il me donne la liste des choses que je dois faire à la maison. Et ça me fait toujours rire quand j'ai des choses comme ça, comme aller, il devait tailler un peu son jardin. Il a besoin que je monte sur l'échelle. Donc, il m'a dit à 17h, il y a ça à tailler, il y a ma valise à ouvrir, il y a mon ordinateur, il a un problème. Donc, il me donne sa liste. Parce que comme maintenant, il a compris, il a accepté que j'ai pas trop le temps. Parce qu'à un moment, il me dit, fils, toi, quand je t'appelle, tu étais malade. Quand tu rentres chez toi, tu dis, il y a mon fils. Il dit, bah oui, tu as d'autres enfants, même si je suis seul ici. Les autres, tu peux pas leur dire, viens m'ouvrir la valise. Oui. Donc, dis-moi ça le matin. Et je verrai comment je peux le faire. Bon, c'est vrai que c'est pas sympa de parler comme ça à son père, mais bon, c'est pas plus dans ce sens. On est très amis maintenant. C'est-à-dire que c'était très difficile. Plus jeune. C'était très difficile. C'est maintenant qu'on est en bon terme, on va dire aujourd'hui comme ça. Et justement, pour que ça puisse arriver et qu'on puisse vivre en cohésion, il faut vraiment que tu acceptes de vivre chez toi, oui, parce que je suis resté ici pour supporter, parce que maintenant vous êtes vieux. D'ailleurs, il est arrivé un soir, il s'est cassé le bras, j'étais à la maison, et d'ailleurs, c'est là même ma femme me dit, parce qu'à l'époque, je lui ai dit, écoute, je gagne assez pour qu'on sorte d'ici. Hein. Elle me dit, pourquoi tu veux sortir d'ici? On a prévu de faire une famille. Tu n'as pas envie que ton fils ou ta fille vive avec ses grands-parents? J'ai dit, ouais, moi j'ai vécu avec ma grand-mère. Elle dit, ok. Il dit, ok, on reste. Mais c'est toi qui as décidé. Hein. Moi, je t'ai donné le choix. Et on est resté. Et bon, ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Ah non, bien sûr, comme tout, de toute façon. Bon, après, mon fils, il est fan de sa grand-mère. Il adore. Et il a ses moments. Alors, et c'est une chance. Hein. C'est une chance. Malheureusement, les grands-parents de nos filles ne sont pas à Dakar, ne sont pas au Sénégal, même tout court. Et tu sais, le bonheur pour eux, quand ils voient leur petite fille, et le bonheur d'elles quand elles voient leurs grands-parents et des moments qui passent ensemble. Moi, j'aimerais tellement que mes parents ou que les parents de Karel soient à Dakar ou qu'on soit plus proches, parce que c'est pour les deux, c'est un tel bonheur. Et c'est une telle bénédiction de pouvoir offrir ça à tes parents, je trouve, que ça n'a pas de prix. Donc, c'est une chance extraordinaire que vous avez de pouvoir leur permettre d'être avec leurs petits-enfants et les petits-enfants d'être avec les grands-parents tout le temps. Parce que ça ne sera pas la relation de l'enfant avec un papa ou une maman. La relation d'un papa avec un grand-père ou d'une grand-mère, c'est magique, c'est autre chose. Le mien me dit ça tout le temps. Quand je lui dis, il me dit, hey, éduque ton fils. Moi, je ne suis pas là pour ça. Ma grand-mère, moi, j'ai eu la chance. On a redéménagé chez ma grand-mère parce qu'elle avait perdu son fils aîné à l'époque et elle n'avait pas supporté. Et j'avais 2-3 ans. Et d'ailleurs, j'ai taqué mon père en disant, c'est toi qui as commencé mon école buissonnière. Parce que quand je suis arrivé chez ma grand-mère, le matin, on allait au marché. Il se comprenait même. Lui, il disait, il y a une année, j'ai payé l'école. Je n'ai même pas compris pourquoi j'ai payé l'école. Parce que le matin, je m'étais derrière ma grand-mère, j'ai dit, je ne vais pas à l'école. Et ma grand-mère, devant mon père, il ne pouvait rien faire. Et je n'allais pas à l'école. On allait au marché. Et il m'achetait mon crabe, elle m'achetait dans mon fil. J'avais mon animal de compagnie. Et je me souviens, j'ai tellement de souvenirs avec ma grand-mère. D'ailleurs, c'est un autre plat que
j'aime pas manger aujourd'hui, qui est le soupe kanja. Ça, c'est Parce un de que- mes préférés. Parce ça. que ma grand-mère, elle le faisait. Ah, c'était son D'une soupe kanja. manière Donc, elle, quand elle a quitté, moi, j'arrive pas à manger à ça. retrouver, ouais, t'arrives pas à retrouver. J'arrive pas à manger ça. Ouais. Le grand-père, à l'époque, il disait à chaque fois qu'on mangeait un soupe kanja, ah, moi, je mangerai pas parce que le crabe que j'ai vu Cher torturer toute la matinée, que la grand-mère a mis dans la sauce vive, que moi, maintenant, je dois manger, ah, on va mal finir. Hein. Donc, c'est à quel point j'étais avec ma grand-mère. Non, on s'est éclaté, littéralement. C'est pour ça quand, d'ailleurs, c'est peut-être un sujet que je vais aborder rapidement, quand j'ai cet enfant qui perd sa grand-mère et que dans la société, on dit des mensonges à l'enfant, on ne se rend pas compte que des fois, on est des gros menteurs en famille. On a son gosse qui voit clairement que la grand-mère, elle ne rentrera pas. Et on lui dit, non, elle est à l'hôpital, non, elle a voyagé. On lui raconte des bobards. Là, il voit tout le monde traverser la famille. On est là, premier jour, 8e jour, 40e jour. On fait, tout le monde est là, triste, pleure. Tout le monde sait que la grand-mère est décédée. Et lui, on lui raconte des bobards. Il déprime. On ne comprend pas qu'il n'est pas bien. Et on vient me voir, on dit que oui, depuis une semaine, il ne mange pas, il ne dort pas. J'ai dit, mais vous êtes sérieux là? Il m'est arrivé de découvrir au bout du contrôle post-consultation par un ami de la famille qu'en fait, la grand-mère est décédée. Ok. Et la mère n'a pas jugé pertinent d'en parler. L'enfant. Ok. J'ai dit, mais c'est quoi le délire? C'est sûr que ça impacte l'enfant. Bien sûr. Et dans notre société, on se dit l'enfant non hamoul. Alors qu'il n'y a pas plus proche d'un Grand-mère que son petit-fils, sa petite-fille. petit-fils. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ils peuvent passer 24 heures sur 24 ensemble. Ouais. Ouais. Tu vas même pas l'entendre l'enfant se plaindre. Ouais. Tellement il est à l'aise. Elle est dans ses... Elle va dans son sens. Tout à fait. Ne Tout à cherche fait. pas du tout à froisser. Toi, tu peux un peu essayer de faire le dur. Ah, non, pas cette fois, ça passe pas. La grand-mère, non, elle est même pas dans ça. Moi, le mien peut passer 2 heures dans la voiture, dans la chaleur avec sa grand-mère. Elle est fatiguée, mais elle va quand même aller parce qu'il dit auto. Ouais. On a auto. Ouais. Elle se pose. Elle met essuie-glace. Chaque matin, j'ai dit un jour, tu n'auras pas de batterie. Hein. Ouais. Parce que ça, c'est pas possible. Allume la voiture au moins. Mais la clim, elle dit, je peux. Il dit, mais allume. Il faut allumer parce que vous faisiez là depuis 2 heures de temps. Et il demande, hein, il va dire, mam, il va à la barrière, il lance quelque chose, il pleure, il fait un cri de malade, comme si on l'a tapé de ouf. Et la grand-mère arrive en mode Superman. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, bah, il n'y a rien, on t'appelle, c'est tout. Hein. T'as répondu, maintenant assume. Il est là. Elle amène, il dit, auto. J'ai dit, ah, c'est toi qui es venu. Hein. Tu sais très bien qu'il n'y a rien. On va pas le maltraiter, le petit. Hein. Mais c'est ça, les grands-parents. Hein. Ça, je me souviens, la première fois qu'il était malade, ma mère m'a dit, il y a encore un Fadia. Je me dit, non, j'ai des gens qui meurent. Je ne le soigne pas. C'est quoi ce délire-là? Là, tu m'envoies tous les neveux, tous les gens que tu crois, va voir Cher. Mon fils est malade, tu me demandes Si tu l'as soigné. si on est en train de le soigner. J'ai dit non, je ne le soigne pas. Je le laisse dans son coin, j'attends qu'il meure. Il me dit, j'ai dit, comment tu me poses cette question? Mais le truc, c'est que ça aussi, j'ai compris. Parce que trop longtemps avant, quand les gens venaient en consultation, me parlaient de leur maman, je donnais des conseils. Et les gens, maladroits qu'ils sont, rentrés chez eux en disant, le pédiatre a dit. Il dit ça, il ne faut pas le dire chez vous. C'est comme quand votre enfant vient dire, mon ami a dit. Parce que c'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir chez vous et dire que quelqu'un d'extérieur a donné des conseils dans la famille. Non. Arrivez chez vous, voyez comment vous placez votre raisonnement, que ça appartienne aux gens. C'est comme, j'aime bien parler du film Inception là. Il faut insérer, il faut donner des trucs qui vont germer pour que les gens s'approprient l'idée. Il ne faut pas arriver à la maison et dire on coupe les ongles, il ne deviendra pas un voleur. Non, tu ne peux pas déconstruire ça. C'est vrai. Ça. On est quand même encore dans une société où que quelqu'un d'extérieur vienne mettre dire, un jugement ou dire pas. quelque chose à faire dans la famille, oui, Non, ça passe pas. Ouais. Ça passe pas. Tu peux pas dire ça. Chaque fois que tu parles, j'ai dit, mais vous êtes sérieux là? Ton enfant revient de l'école, te dit oui, mon ami, il a un iPhone, voilà. On lui a précommandé le nouveau iPhone. Qu'est-ce que tu en as à faire? Au contraire, rien que le fait qu'il t'ait dit ça fait que toi, tu vas tout faire pour qu'il n'ait jamais ça. Parce que tu veux pas qu'il fonctionne comme ça. Donc, quand toi, tu arrives, tu sais que c'est logique, tu dois couper les ongles de l'enfant. Pourquoi tu le dis? Tu viens, tu coupes les ongles. On vient te dire, ah, c'est coupé. Puis il dit, bon, peut-être c'est son père qui l'a fait. Qu'est-ce que tu en as à faire? Tu n'as pas besoin d'avoir raison devant tes parents. Ça n'a pas de sens. Mais après, ça doit être aussi tellement dur, c'est parce qu'on est dans des sociétés où tu vis souvent avec ta belle-mère et tu vis où tu vis avec ta mère et qui veut te dire comment faire et on connaît le poids et le respect des aînés et tout. Donc, c'est pas facile. Non, ça doit pas être facile, tu vois, au quotidien parce que
Autant je te disais, moi, j'aimerais tellement que mes parents ou les parents de Karel soient là, mais ça se trouve, je te dis ça parce qu'ils sont pas là. Mais s'ils étaient là tout le temps, peut-être que je te dirais pas la même chose. Ah non, mais t'aurais quand même aimé. Parce qu'en fait, au final, comme je dis toujours aux gens, c'est que de l'amour. En belle famille, c'est différent. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas que de l'amour. Aussi, je le dis quand je suis sorti pour... D'ailleurs, c'est un post où ton épouse a commenté mes bras, mon enfant, mes bras, mes règles. Je m'apprête à reprendre ça ailleurs dans un truc parce que ça m'a beaucoup inspiré. Et c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que on a chez nous ce problème-là. On forme une famille et on a peur de prendre des responsabilités pour notre noyau. Et en fait, ça, c'est par rapport au comportement que tu auras, en fait. Et des fois, il m'arrive, hein, je connais que l'épouse, elle me parle d'un problème, je lui dis, écoute, si tu veux régler ce problème, tu amènes ton époux ici. Ok. Si tu n'es pas capable d'amener ton époux ici, qu'on se pose, arrête de me parler de ça, parce que j'y peux rien. C'est à lui de régler ce problème. D'accord. Si tu m'en parles aussi, on parle pour rien du tout. Tu l'amènes ici, on en parle. Je sais que si tu réussis à le ramener ici, On réglera le... moi, je vais lui parler. Je vais pas lui faire du rentre-dedans comme ça. J'ai gagné beaucoup de Diplomatie. en diplomatie. Et je verrai quel genre de... Comment il est, parce que des fois aussi, il faut avoir la personne devant soi pour comprendre un peu et on va trouver. Et d'ailleurs, j'ai réglé beaucoup de problèmes comme ça, mais il a fallu que on s'asseye. Parce que c'est un truc que même lui, il a remarqué. Il ne savait pas s'y prendre avec sa propre maman. Le problème, c'est qu'on va se dire que c'est comme l'histoire par rapport à ce commentaire, quand il y a cette maman qui arrive. Moi, j'arrive le matin, on me dit, il y a une femme qui est là depuis 6h du mat, qui est dans la salle d'attente. J'arrive à 8h30. Bon, j'ai des urgences. Je demande à l'infirmière qu'est-ce qu'elle a, parce que c'est une nouvelle maman et tout, nouvel patient. Bon, j'ai du mal à prendre un nouveau patient quand les gens sont là, même s'ils arrivent à 8h avec des fièvres et tout. Et elle lui demande un peu, j'ai dit, bon, demande-lui de patienter un peu. Je vide la salle, après on va voir c'est quoi son problème. Et donc son problème, c'est ça. Son enfant, il est là dans le salon. Ils sont censés être au salon avec l'enfant. Et l'enfant, elle n'a pas le droit de le prendre quand il pleure. Parce que c'est censé le rendre faible. Il n'est pas censé... Il a mangé, sa couche est propre. Il ne doit pas être pris. Ok. Et ça, c'est la belle-mère qui impose ça. Et elle vit chez la belle famille. Donc toute la journée, elle est là. Et quand elle se lève, comme elle dit, quand l'enfant se lève pour pleurer, la grand-mère... Limite, elle va la tuer, quoi. Ce jour-là, j'ai fait cette vidéo parce que c'est vrai que c'était un cas. Je vais le faire, les parents vont le voir, mais en ce moment, il faut que je le fasse parce que j'ai eu d'autres cas comme ça. Ouais. Et comment tu fais pour régler un cas comme ça? Parce que ça va plus loin de... Ah, ça va très loin. Ça va plus loin que de la pédiatrie, genre... Ouais, en fait, c'est pas de la pédiatrie. Ouais, ça, c'est plus de la... C'est psychologie et autres. Bah, on ramène le papa. Ouais. Même mieux, on ramène la maman. Et on ramène la maman parce que l'enfant a 3 mois. Je ramène la maman parce que je sais que je vais lui plaire. Quand tu dis ramène la maman, la belle-mère? La grand-mère, ouais, on va la ramener. Ah oui, il faut le faire. Parce que je sais que je vais lui plaire quand je vais lui dire que la diversification, l'enfant peut tout manger. Que l'enfant peut manger le riz, que l'enfant peut manger la sauce. En fait, je la ramène, je vais dans son sens. Elle m'adore. Elle parle de moi. Et les fans. Sauf que ce qui va suivre, elle m'adore déjà. Ouais, c'est trop tard. C'est elle qui a déjà parlé de moi. Ouais. Parce que je suis allé dans son sens. Ouais. Donc, elle est toute hypée de ce que j'ai dit, c'est comme ça. Ce qui fait que quand elle va revenir et qu'on va parler sans qu'on ait... Parce qu'on a déjà fait une consultation sans parler de ça. On est allé dans un autre sens qui s'apprêtait à être un problème chez elle. Donc, j'ai anticipé un peu sur ce qui allait causer un problème en allant dans son sens à 100%. Donc, elle revient. Et quand elle revient, c'est bon. C'est là où tu parles du vrai sujet. C'est bon. Ouais. Parce que là, en fait, je vais le mettre, il y aura tout le monde. Elle ne pourra pas dire non. Parce que c'est elle qui, pendant 1 mois, ah, le pédiatre a dit, le pédiatre a dit, le pédiatre a dit. Donc, c'est fini. Elle arrive, le pédiatre a dit, le pédiatre a dit. Ouais. Je suis rentré chez elle. Ouais. Elle m'a laissé rentrer. Ouais. En fait, je rentre chez les gens comme ça. Ouais. C'est-à-dire que les grands-mères... Non, ça, il faut être stratégique. Ouais, je suis stratégique en fonction... C'est pour ça qu'il faut qu'ils viennent. C'est pour ça que quand les gens viennent se plaindre, je dis, hey, venez. Quand vous venez, je verrai à qui j'ai affaire et comment je vais m'y prendre. C'est ça. Parce que finalement, les problèmes, c'est pas forcément que des problèmes d'enfants. Ouais. C'est peut-être souvent des problèmes de parents. Oui. Il y a beaucoup de problèmes. Ouais. Hein. Tu sais, cette grand-mère, il y a des grand-mères que j'ai rencontrées, je sais qu'elles ont eu déjà peut-être un mariage où la maman, elle pose l'enfant, elle
Elle prend l'enfant tout le temps. À 3 mois, elle reprend le travail. Elle disparaît toute la journée. Elle veut pas que son enfant soit habitué à la maman. Tu me diras, c'est bizarre. Mais elle se dit que la maman ne sera pas là dans 2 mois. Donc, pourquoi elle va s'habituer à la maman? C'est moi qui vais gérer l'enfant. Donne-lui le biberon. Elle ne veut même pas que l'enfant tète. Parce qu'elle ne veut pas que l'enfant ait l'habitude de prendre le sein. Parce que sa mère va aller au travail. Ouais. C'est comme si elle les punissait un peu d'aller au travail après. Ouais. Comme tu ne seras pas là dans 2 mois, pas là dans pourquoi 2 tu mois? veux faire pourquoi ça? tu vas habituer l'enfant à prendre ton sein, à être là tout le temps, tout le temps. Après, il va être là à pleurer tout le temps. Donc, tu vois, il y a quand même de l'amour derrière les actes qui sont devenus maintenant... On va mépriser l'acte en tant que tel. Mais c'est pour ça que, sur ma page, j'ai dit toujours, on ne juge pas. Faut pas juger. Et ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps pour ne pas me mettre à juger qui que ce soit. Ouais. Tu ne cherches pas à juger. Tu te mets à la place de l'enfant. Tu regardes comment tu règles son problème. C'est tout. Tu ne t'occupes pas de pourquoi cette personne fait ça. Bon, tu t'en occupes dans un sens, il faut que tu comprennes, mais tu ne vas pas dans un jugement. Parce que dès que tu vas juger, la personne verra que tu es en train de la juger. Et à ce moment, tu ne peux plus être dans son cœur. Parce que tu la juges. Les gens qui te jugent aujourd'hui, tu ne vas pas essayer de leur présenter quoi que ce soit. Tu sais que eux, c'est mort. Ils t'ont déjà classifié. Donc, tu vas vers des gens qui t'accueillent. Et là, tu arrives à les convaincre de beaucoup de choses. Parce que justement, ils ont accueilli la bonne parole. Et tu sais que tu ne pourras jamais être accueilli par 100%. C'est pas possible. Et donc, du coup, des fois, j'ai des fails quand même. Des fois, j'ai des gros fails. J'ai un gros fail, j'ai été aidé par... J'ai une maman qui a un bébé. Et le bébé, la nuit, il pleurait parce que le papa ramenait le bébé à sa grand-mère. Parce que, soi-disant, pour mouiller tel coup, parce qu'elle porte compagnie à sa maman. Il y a des couples comme ça. Le papa, il est lunatique, quoi. Tu comprends pas le délire. Attends, je comprends pas. Le bébé pleurait la nuit. Parce qu'en fait, le bébé pleurait parce qu'il n'était pas avec sa maman. Il était avec la grand-mère. Parce que le papa jugeait que la grand-mère était seule. Il voulait que le bébé accompagne la grand-mère la nuit. D'accord. Donc, quand la nuit arrivait, quand c'est l'heure de dormir, il allait avec la grand-mère. Il allait avec la grand-mère. Voilà. Et ce que Dieu a fait, cette fille a eu des jumeaux. Voilà. Donc, l'enfant n'allait même pas chez l'autre, la maman de la belle famille, la famille de la maman, tellement la grand-mère de l'autre s'était accaparé le bébé. Et donc, Dieu a mis 2 autres bébés là-bas. Maintenant, occupe-toi des 3. C'est réglé. Débordé. Il y en a pour tout le monde là. Et c'était marrant parce que j'avais essayé une fois. Je joue le papa. Et le papa, on s'était rencontrés avant. Je l'avais connu avant. Donc, des fois, quand c'est mes potes, tu arrives en consulte, tu as des bizarreries chez toi, je te parle cash. Oui, tu peux te permettre de... Je ne me même pas. Ouais. Je t'appelle, je dis, hey, arrête de faire tes bizarreries. Arrête. Et je te parle. Donc, lui, quand il est venu, je lui parlais assez cash. J'aurais pas dû. Parce que justement, des fois, on oublie que les gens ne nous ont pas connus pédiatres. Donc, quand ils nous connaissent pédiatres, t'imagines, on est en classe, on a un machin là, on roule les dés à l'arrière. 15 ans après, tu me dis quoi faire chez moi. Ça marche pas. T'as pas la même emprise sur quand tu parles à cette personne. T'as pas la même écoute que quelqu'un qui te connaît que en tant que pédiatre. Exactement. T'as pas la même écoute. Il m'est arrivé qu'un ami fasse la queue dans la salle de Tanrante. Il dit, c'est lui. C'est lui. C'est à cause de lui, je fais la queue. Il dit, ouais, c'est bien à cause de moi. Il savait pas, il a entendu cher, hein, mais il s'est jamais dit que c'est cher. C'est même cher qu'il a eu en classe, du coup. Et donc, du coup, quand j'ai eu des problèmes comme ça, dans cette famille, ça s'est réglé comme ça. Il y a 2 autres bébés sont arrivés, tout d'un coup, et elle n'en pouvait plus, hein, la grand-mère. Il fallait bien qu'elle partage. Hein. C'était marrant, hein. Il n'y avait plus de... Donne ça à ma maman. Et d'ailleurs, même je dis à la maman, des fois, de temps en temps, il faut lui proposer, quand tu es fatigué, donner les bébés à la maman. Et elle lançait des pics comme ça. Ah non, franchement, tu dois avoir des situations, tu dois avoir des trucs... Non, je m'éclate. Sérieusement, je m'éclate. Je disais ça tout à l'heure, mais lundi, son sport. Mais le truc, c'est que dès que j'ai traversé le cap de me réveiller, me doucher, voilà, on a réussi à habiller le petit, on est arrivé à l'école, on a déposé, on arrive d'autres phases, on arrive au cabinet, on est à autre chose. Là, on va arriver, on s'oublie. Hein? Il m'arrive de bosser jusqu'à midi, j'ai oublié ma bouteille de café. J'ai même pas pris une gorgée tellement c'était sport entre vrais problèmes, pas problème pédiatrique, mais vrai problème, parce que ça pourrit vraiment la vie des gens. Et surtout la vie des enfants. Ouais, surtout la vie des enfants. Et c'est ça le moteur. C'est ça la boussole. C'est les enfants. Et d'ailleurs, je ne savais même pas à quel point tu étais dans cette boussole. Un peu quand on a parlé en off, j'ai vu que j'ai pas regretté d'être venu parce que justement... Ouais, on est dans la même direction. C'est cette boussole-là qui... Ah ouais, non, qui te fait charbonner. Les enfants, c'est une énergie, c'est quelque chose
tu vois, on peut même pas décrire, tu vois. Donc, c'est quelque chose. En tout cas, quand tu aimes les enfants, c'est un moteur incroyable. Ouais, Et toi, aujourd'hui, tu vois, c'est quoi la suite que tu vois pour toi? Parce que tu te voyais pas en pédiatrie, tu es arrivé en pédiatrie, tu t'éclates dans ce que tu fais. Je m'éclate. Est-ce que c'est un domaine, par exemple, la pédiatrie, où tu es capable de... Tu sais, dans beaucoup de boulot, les gens se projettent en se disant, dans 5 ans, j'aimerais faire ça, dans 10 ans, j'aimerais faire ça, et tout, et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, dans ce que tu fais, tu es aussi dans la projection, dans essayer de te dire, j'aimerais bien faire ça dans 5 ans, ou j'aimerais bien arriver à réaliser tel projet ou tel truc, ou est-ce que tu es plus dans... Il y a tellement de choses au quotidien à gérer que pour l'instant, tu es plus dans gérer ce qui se passe au jour le jour? J'adore la question parce que c'est une question que je me pose moi-même depuis quelques temps. Mm-hmm. Et j'ai un projet typiquement médical D'accord. pour répondre à des besoins que j'ai, on va dire que j'ai cerné, Ouais, identifié. Ouais. j'ai identifié. Ça, c'est un projet typiquement médical. J'ai un projet, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai continué à faire les réseaux, Mm-hmm. qui est typiquement de la sensibilisation, D'accord. pour justement impacter, aider les gens à répondre à des questions toutes bêtes Mm-hmm. qui pourraient juste changer leur vie. Mm-hmm. Et au jour le jour, je pense que je vais m'y plaire encore. Tant que je vais m'y plaire, je vais y rester. Je suis très spontané, comme je t'ai dit. Mm-hmm. Et donc, le projet médical, j'attends d'avoir tout ce qu'il faut pour le faire bien. Parce que je déteste, peut-être tu me rejoindras, je déteste les gens qui vont dire je suis self-made. Oui. Je déteste cette phrase, je ne la supporte pas. Ouais. Parce que je trouve que même les portes fermées t'ont appris les choses. Mm-hmm. Donc, dire que tu t'es fait tout seul, C'est pas... Ouais, non, c'est pas possible. je suis pas non plus J'aime partant pas, de cette philosophie. Voilà, cette philosophie-là, je l'aime pas. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans ma philosophie, je me dis que tous les gens que j'ai rencontrés, toutes les expériences que j'ai eues impactent. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est marrant quand je dis que c'est mon équipe de travail de terminale où j'ai eu le tuyau d'aller faire de la pédiatrie en faisant fonction. Mm-hmm. Tu vois? Mm-hmm. Donc, ça, c'est parti. Donc, je ne savais même pas que ça allait devenir ça. Ouais. Et donc, aujourd'hui, quand j'étais très déçu de ne pas être recruté par l'État, Ouais. Tu savais pas que ça t'amènerait à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Et donc, dans mon jour le jour où je m'éclate, je me dis, toujours ma boussole, c'est les enfants. Mm-hmm. Et qu'importe le projet que je vais faire, c'est les enfants. Tant que tu restes aligné avec cette Tant que je reste boussole-là. aligné avec les enfants, ça me va. Ouais. Maintenant, je mets plus de place pour ma famille. Ouais. Je m'efforce de faire ça parce que, justement, les projets, ça prend du temps. Mm-hmm. Et j'ai compris qu'une journée, malheureusement, c'est que 24 heures. Mm-hmm. Ma femme me l'a répété 10 bonnes années. Mm-hmm. Ah, normal, elle t'a vu faire des Tiwawan de Dakar. Je me réveille, j'ai dit, je vais faire ça, ça et ça. Elle m'a dit, tu sais que demain, ça finit, c'est pas, ça s'allonge pas, genre, comme toi, tu as prévu de le faire. Parce que je suis un peu, mon père me traitait d'imbécile heureux quand j'étais plus jeune. Ouais, ça, c'est une anecdote que j'adore. C'est qu'on le convoque à l'école parce que j'ai fait une gaffe. Et donc, lui, il arrive à l'école en stress parce qu'on l'a convoqué quand même, le gars. Et il passe devant moi, je joue au foot et je lui fais un Coucou, hey papa. Et là, j'ai adoré parce qu'il a ramassé le surveillant. Il lui dit que c'est la dernière fois que tu me convoques, moi, qui paie pour lui, là, qui soit là. Et que quand j'arrive, il n'y a même pas un minimum de stress chez cet énergumène-là. Et que c'est moi qui quitte le boulot stressé pour arriver comme si c'est moi qui fais une gaffe, quoi. Là, il a raison. Non, il dit non, c'est pas possible. J'arrive, le gars là, il est content de me voir, quoi. Ouais. Et moi, je viens, tu sais pas dans quoi j'étais, vous m'appelez, et voilà. Et donc, du coup, je suis très spontané, comme je t'ai dit, et je garde cette ligne de conduite. Et après, quand j'étais jeune, bon, j'aime plus le dire parce qu'on dit que c'est pas vrai, je me suis jamais vu vieux. Ouais. J'ai toujours dit que moi, j'aurais une vie courte Mm-hmm. dans comment je voyais les choses. Bon, quand j'ai eu ma femme, j'ai dit, Dieu, laisse-moi encore un peu de temps. Quand j'ai eu mon fils, j'ai dit, hey, Bon, un peu encore. laisse-moi ici beaucoup de temps parce qu'il faut que j'accompagne. Et donc, dans cet accompagnement-là, j'espère que j'aurai des opportunités de juste plus faire pour les gosses, plus faire pour la famille, plus faire pour tout ce que je peux apporter. Et voilà, et je continuerai à m'éclater dans ce que je fais. Donc, je reste dans mon jour le jour. Je fais du contenu parce que chaque fois que je vois un truc qui doit être vu, je le dis. Des fois, je vais dire des trucs très importants à mon goût qui ne sont pas vus. Ouais.
C'est pas grave. Maintenant, j'ai compris. J'archive et Ouais. je reviendrai différemment. Ouais. Exactement. C'est tout. Exactement. Et je vais réessayer. Ouais. Je vais réessayer jusqu'à que ça passe parce que je veux Que le message l'entende. passe, ouais. Je veux que le message passe. Et du coup, quand j'ai des partenaires qui me parlent d'un truc, je dis, si je peux faire passer un message, je vais aller glisser un truc. Tant que ça ne nuit pas Mhm. à justement ce que j'ai déjà construit, pas seul, mais ce que j'ai réussi à construire de crédible. Mhm. Je reste persuadé que je dois rester crédible dans Ah ce non, que mais je bien fais. sûr. Et après, tout ce que je peux faire passer, je fais passer, quoi. Ah ouais. Et tous les projets que j'ai, mais j'ai des projets quand même. Ok. J'ai des trucs foufous. Uh-huh. Mais bon, c'est comme mon petit frère disait ça et à un moment, je disais, je vais faire ça, je vais faire ça. Il dit, toi, tu pars. 10 ans après, il me dit, ah, mais tu as fait ça, hein? Uh-huh. Il dit, Joe, reste là-bas. Je t'avais dit que Je j'allais t'avais faire. dit, je vais faire ça. Et donc, du coup, il y a des trucs que je te balance, on me dit, Joe, j'ai dit, reste là-bas. Uh-huh. Qu'on me laisse juste là et ça peut se faire. Inch'Allah. Inch'Allah. Tant qu'il y a Je la reste- santé ouais, et la c'est ça. volonté, c'est Inch'Allah. Et c'est dans le même délire que beaucoup de choses se font aujourd'hui et je reste persuadé qu'on rencontre les bonnes personnes, on est au bon endroit, au bon moment pour faire ce pourquoi on est bon. Et voilà, peut-être que je serai bon dans autre chose, Uh-huh. mais pour l'instant, j'adore ce que je fais Ouais, et tu t'éclates dedans. m'éclate Et ça se dedans. voit quand tu en parles. et les gens se retrouvent dedans. Mhm. Et voilà quoi. Non, mais en tout cas, on te souhaite de réaliser tout ce que tu rêves de réaliser, de continuer à garder ce sourire que tu as quand tu parles de ce que tu fais. Ouais. Tu vois, moi, c'est ce que je vais retenir de notre échange. Hein. C'est que tu es un... Je vais pas dire autodidacte, parce qu'il y a toutes les années que tu as faites d'études qui t'ont amené à faire ce que tu fais. Mais finalement, tu es quelqu'un qui est rentré dans un truc parce qu'il fallait rentrer dans quelque chose et qui ne s'attendait pas à rencontrer sa passion. C'est exactement ça. Parce que tu as rencontré ta passion et on sent que tu t'épanouis dedans, on sent que tu es heureux dedans, que ce soit dans les posts que tu fais, que ce soit dans la conversation qu'on a maintenant. Je pense que tout le monde peut le dire, on ressent ton énergie et on ressent ton épanouissement quand tu parles justement de ces enfants et de toutes ces choses que tu fais au quotidien. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Partager. Plaisir d'en apprendre plus sur ton histoire, sur ton parcours. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à le découvrir et à découvrir l'homme qui se cache derrière toutes ces capsules que vous voyez sur les réseaux sociaux et que vous compreniez tout l'amour qu'il a pour ses enfants d'ailleurs d'abord et comprendre par quoi il est passé. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la discussion aussi, c'est surtout, tu vois, casser ce mythe de, comme je l'ai dit, du parcours parfait pour être aujourd'hui pédiatre ou autre. Il y a pas beaucoup de parcours parfait. Il y a du travail, il y a de la sueur, il y a des moments arides où même les mouches boivent de l'eau, Je te jure. tu vois. Mais il y a surtout beaucoup de travail et beaucoup de passion. Et franchement, encore une fois, merci. Allez le suivre sur ses réseaux. De toute façon, je vous mettrai tous ses réseaux dans les descriptions et autres. Allez l'encourager, allez lui envoyer des messages, allez apprendre sur ce qu'il fait. Et si vous avez pris du bon temps, laissez un commentaire, un partage, un like. Vous savez comment l'algorithme fonctionne. On est presque 20 000 sur la chaîne YouTube. Donc, on continue d'avancer. La team incroyable. Je vous dis merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Peace! Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.